Depuis Adeline, je suis, on va dire, une spécialiste de l'âme et du cycle de l'âme. Je travaille à l'échelle du cycle de l'âme. On peut appeler ça dans la spiritualité, mais ça dépend de ce qu'on met dedans. On ne va pas se perdre là-dedans. J'accompagne des personnes sur leur chemin de vie, qui cherchent à donner du sens à leur existence et qui n'arrivent pas à donner un droit d'existence, simplement tout ce qui vit à leur existence et à l'existence et à la vie même en général. On est sur des questions existentielles à titre individuel et personnel, mais aussi au niveau beaucoup plus global. Donc on est sur effectivement ce qu'on va appeler de la pleine conscience, de l'éveil spirituel pour certains. Il y a beaucoup de jargon. Je ne vais pas aller trop m'enterrer là-dedans là maintenant, mais en tout cas c'est ma spécialité. Donc effectivement je suis une personne qui permet en tout cas d'essayer d'apporter le plus d'éclairage possible à ceux qui en veulent. Parce que c'est leur besoin et c'est leur demande. Et après, bien entendu, pour y voir plus clair, pour mieux comprendre et pour essayer d'accepter leur incarnation, leur vie, leur épreuve. Pas que les épreuves, il y a aussi des choses magnifiques qui arrivent, mais bon, souvent c'est les épreuves qui nous font réfléchir et qui mènent à des incompréhensions. Des fois, c'est trop de bonheur aussi qui nous font réfléchir, c'est trop parfait, on a peur de le perdre. Ça dépend des gens, ça dépend des histoires, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà, donc moi ça c'est mon métier, je travaille, bien sûr j'ai un cabinet, je reçois des personnes à titre individuel et je donne effectivement, j'organise des stages, des conférences pour essayer de transmettre en tout cas ma vision des choses. Alors, c'est le but de ce soir, c'est un thème que je trouve personnellement passionnant parce qu'on a une façon d'aborder les peurs, on a une façon d'aborder les angoisses et l'anxiété. Je pense qu'on les connaît tous plus ou moins. Et je me rends compte, de mon point de vue, qu'il y a beaucoup d'ignorance sur les peurs, l'anxiété et l'angoisse. Et qu'on a une façon d'aborder ça qui est, pour le voir dans mon cabinet, qui est souvent culpabilisante et qui est souvent sans issue pour ceux qui les vivent. Comment donner du sens à nos peurs? Pourquoi en avons-nous? Comment donner du sens à nos angoisses? Et pourquoi je suis plus ou moins, pourquoi je suis anxieux ou anxieuse et que, effectivement, quelqu'un ne donne pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est traversé par ces états-là? Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous rassure, on est beaucoup plus nombreux impactés par ça, on en a tous. Et je trouve que c'est... Je voulais juste ce soir apporter. Le but, c'est pas de défaire et c'est pas de remettre en question les théories, comment c'est déjà abordé, même si on peut l'aborder, évoquer ensemble. Mais le but, c'est d'apporter un nouveau regard et d'essayer de voir et d'aborder nos peurs, nos angoisses et des phénomènes d'anxiété à notre échelle et d'essayer de changer son regard dessus. D'accord ? C'est juste un regard. Je n'ai pas de vérité absolue. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument croire ce que je vais dire. C'est juste, voilà, vraiment un point de vue, ça résonne pas. Après, ça permet effectivement d'ouvrir son esprit, de voir un peu les choses autrement. Alors, ce que j'ai remarqué, pour pratiquer et recevoir quand même pas mal de gens, on a souvent tendance à ne pas donner un droit à l'existence à nos peurs, à notre angoisse ou à nos angoisses, c'est un phénomène d'anxiété. Il y a des personnes effectivement qui sont plus ou moins anxieuses, il y a des personnes qui le pensent l'être pas tant que ça, et des personnes qui le sont beaucoup, qui ne se rendent pas forcément compte. En tout cas, on a effectivement, j'ai des ennemis par catégorie, peur, angoisse, anxiété, parce que c'est un peu comme ça qu'on les répertorie dans le tous les jours. C'est souvent vu comme des éléments qui sont bloquants. Et on a souvent tendance à dire qu'il faut dépasser nos peurs. De suite, c'est ça. Il faut déjà être ailleurs que la peur. Il faut déjà être là alors qu'on est encore là. Hein, ça, c'est important parce qu'il faut surtout la dépasser. Sauf que, comment dépasser une peur? Pourquoi on veut déjà être là alors qu'on a du mal à donner un droit d'existence déjà à cet état? Puisqu'on va souvent nous faire croire que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de droit d'existence à une peur, à une angoisse, et alors surtout pas l'anxiété. Parce que même l'anxiété, c'est très difficile à définir pour les gens qui se disent anxieux. Est-ce qu'ici, dans cette salle, il y a des personnes qui se sentent anxieux, qui se sentent plus angoissées, ou qui ont conscientisé plus ou moins des peurs? Qui c'est qui peut se sentir plus anxieux? Qui c'est qui a cette sensation d'être anxieux, ou à qui on a déjà dit que vous étiez anxieux? Par exemple, c'est un phénomène, on va souvent nous le dire, ou alors on peut le ressentir soi-même. Et derrière, il y a des personnes qui vont dire non, moi j'ai des crises d'angoisse. Alors on va souvent parler de crise.
Parce qu'il y a des personnes qui se sentent concernées par des crises d'angoisse. Des crises. Et ça peut se manifester dans la matière de différentes façons. Puis il y a les peurs. Alors les peurs, c'est un terme qui veut rien, tout et rien dire. Parce qu'il y a des gens qui disent non, moi j'ai pas peur. Il y a des gens qui vont dire non, moi c'est pas des peurs, c'est des craintes. Non, moi c'est pas. En fait, ça veut tout rien dire. Il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître dans ce mot-là. Même le mot peur en soi lui-même fait peur. Quel est le phénomène du peur, de l'angoisse et de l'anxiété? Comment c'est perçu en général par la société? Comment c'est abordé par les autres? Quelque chose de bloquant? Quelque chose qui va nous empêcher d'avancer? Quelque chose qui n'est pas normal et qu'il faut absolument, absolument dépasser. Même le fruit de notre imagination. En général, de ce que j'entends, c'est que ce qui est très intéressant à observer, c'est un point d'observation, c'est qu'on ne donne pas de droit à l'existence à cet état-là. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est? On n'est pas très nombreux, si vous voulez participer, moi je veux bien, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous mettez dans la peur? C'est quoi pour vous une peur? À quoi vous l'associez, une peur, en général? Un risque? Quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Un manque de maîtrise. Donc c'est plus fort, ça prend le dessus. C'est ça? C'est-à-dire que ça va être plus fort que moi en fait. C'est plus fort, c'est plus grand que moi. Ok? Et ça c'est important parce que là je vais vous donner des exemples. Vous allez voir que chaque personne qui est ici présente n'a pas avoir la même définition de la peur. Donc, quand on parle de peur, il y a une multitude de peurs en fait. Mais on ne va pas forcément les nommer de la même façon. Est-ce qu'il y a des exemples de peurs que vous voulez nommer? Comme ça, quand on parle de peur, est-ce qu'il y a des exemples de ça qui viennent de peur? Il y en a plein des peurs. La peur du vide. Voilà, par exemple, la peur de la mort, la peur de quoi? La peur de souffrir, la peur de quoi? De manquer d'argent, la peur d'avoir froid, la peur de manquer à manger, la peur de quoi? De ne pas être une bonne mère, la peur de quoi? De ne pas être perfectionniste, de ne pas faire mon boulot. Mais vous savez quoi? Mais il y en a plein. Il y a plein de peurs. Il y en a plus que ça. Il y a des peurs qui sont beaucoup plus, ça dépend des peurs. Il y en a qui peuvent sembler futiles, pas importantes. Il y en a qui peuvent sembler vraiment, qui sont très profondes. Et puis c'est très intéressant parce que les peurs en général, qu'est-ce qui se passe quand on dit j'ai peur? J'ai peur du vide, j'ai peur du train, j'ai peur de l'avion, j'ai peur de l'eau, j'ai peur du noir, j'ai peur de l'araignée, j'ai peur des serpents. J'ai peur. Il y en a plein des peurs. Qu'est-ce qui se passe en général quand on parle d'une peur dans la matière là, maintenant? Comment on la vit? Comment vous l'abordez votre peur? Est-ce que vous la trouvez rationnelle? Est-ce que vous la trouvez irrationnelle? Elle est? S'affiche. Oui, ça fiche, mais est-ce que vous la trouvez rationnelle? Non. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est là où je veux aller. Moi, mon but ici, c'est de comprendre comment on aborde une peur. Et au lieu d'aller la dépasser, de comprendre pourquoi il faut la dépasser, c'est de comprendre déjà comment on peut dépasser quelque chose que par défaut on ne trouve pas de rationnel et de vrai, de réel, puisque ça n'existe pas. Alors c'est des exemples, hein. On dit souvent même que les peurs c'est la projection de quoi? De son mental. Ah oui, c'est pas nous, c'est mon mental qui le fait. Ok, d'accord. Donc elle n'existe pas, puisque c'est une imagination, t'imagines. Tu crois que tu as peur mais tu n'as pas peur. J'entends des gens dire ça quand même. J'ai peur, mais je crois que j'ai peur, mais en fait, il faut que je crois que j'ai pas peur. Donc au lieu de se dire j'ai peur, j'ai pas peur. Mais en fait, t'as peur quand même à ce moment-là. Il y a toutes sortes de peurs. Vous savez quoi? Souvent on a honte de nos peurs. Parce qu'elles nous semblent quoi? Souvent irrationnelles, bêtes, futiles, folles pour certains. Mais n'importe quoi, tu te rends compte quand même? Mais n'importe quoi. Parce qu'il n'y a rien dans cette vie, pour certains, ou certaines peurs, on a vécu, qui justifie cette peur. Mon enfant a peur du noir, je ne comprends pas pourquoi il a peur du noir. Je ne comprends pas. Pourtant, il y a une raison. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que on veut, effectivement, c'est la façon, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on aborde une peur. Par défaut, une peur n'est pas réelle. Elle est exagérée, elle est irrationnelle, elle ne s'explique pas, elle n'existe pas, c'est une projection, c'est une invention. Limite, on l'imagine. C'est compliqué, hein, de faire
C'est compliqué de dire à quelqu'un que ça n'existe pas alors qu'il le vit. Ça veut dire qu'on ne donne pas de droit à l'existence, on ne donne pas de légitimité à un ressenti. Parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer à son échelle, là, présent dans son présent. C'est souvent irrationnel, c'est injustifié. Et comme on a besoin de tout raisonner et de tout expliquer, il faut bien trouver un coupable. Le mental est l'idéal. Parce que il peut avoir je ne dis pas que c'est... Chez moi, il n'y a pas de bon, de mot négatif, hein, il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. C'est qu'à un moment donné, il faut trouver une raison. Il faut trouver une origine. Donc souvent, il y a plusieurs façons d'aborder les peurs. Ça va être effectivement, soit de dire que c'est une projection, que ça n'existe pas, et qu'en fait, il faut que j'arrive à me dire que ça n'existe pas. Soit ça va être aussi, il y a des gens à qui je le vois, hein, qui on va dire, affronte ta peur, mets-toi devant. Alors ça, en général, c'est un échec direct. Parce que du coup, affronte ma peur. Non mais je suis pétrifiée de peur en fait. Donc affronter ma peur, c'est trop dur en fait. C'est trop compliqué pour moi là maintenant, ce que tu me demandes. Qu'est-ce qui se passe en général quand on n'y arrive pas? Échec, culpabilité. Ça renforce encore le risque. Pardon? Ça renforce encore la... Ouais, c'est pire. On peut en avoir honte, on n'en parle plus. On peut même faire semblant qu'on n'a plus peur. On n'en parle plus, on se renferme et on s'isole. C'est des effets qui sont très courants. Vraiment. Et je vois beaucoup de gens qui travaillent leur peur, qui veulent les dépasser parce qu'on leur dit qu'il faut la dépasser. La seule chose qu'on dit aux gens, c'est de dépasser la peur. Bien sûr que ça peut nous bloquer, bien sûr que ça peut nous empêcher de faire les choses. On en est le premier à le vivre, le premier à le subir en fait. Hein. La première personne qui le subit, c'est la personne qui le vit. Déjà, c'est dur pour elle. Elle a conscience en fait que c'est compliqué. Mais ce qui est compliqué, surtout, c'est que cette personne, elle n'arrive pas à se rapproprier sa peur. Parce que c'est pas normal d'avoir peur. Tu n'as pas avoir peur. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Allez, c'est bon, c'est rien. On ne donne pas de droit d'existence à nos peurs. On ne les légitime pas en fait. Moi, je trouve que c'est un des trucs moi, c'est ce qui me touche beaucoup quand j'entends les gens parler de leur peur en fait. C'est le rapport qu'ils ont avec leur propre peur. Alors, vous imaginez quand il s'agit d'une angoisse ou d'une anxiété. Alors, l'angoisse, c'est des pics de crise. Ça veut dire qu'on rentre dans des scénarios, dans des états où on peut être tétanisé. Ça veut dire que même le corps est bloqué. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai peur, tout se bloque. Il y a des gens qui font des crises de paralysie parce qu'ils ont peur sur la route en conduisant. D'un coup, ils s'arrêtent de conduire. Ça va très loin des crises d'angoisse. Donc c'est ça. En fait, si vous voulez, l'angoisse va être un effet multiplicateur de la peur. C'est-à-dire que j'ai peur, j'ai une peur, et je vais mettre un coefficient fois 1000, fois 10 000, et je vais multiplier cette peur qui va devenir paralysante. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une angoisse. C'est la même peur, mais qui peut être pétrifiante, bloquante, paralysante. Et c'est plus fort que nous. Donc on a encore plus de mal à la légitimer, on a encore plus de mal à l'accueillir, on a encore plus de mal à l'accepter. Parce que c'est encore plus démesuré. D'accord? Alors, et l'anxiété, ce sont des gens qui ont même peur de leur propre peur. Ils ont conscience qu'ils ont plein de peur, et ils ont peur d'avoir peur. Parce qu'ils savent qu'ils ont peur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va en parler. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer d'où ça vient. C'est qu'en fait, je vois, j'ai peur de me faire écraser, j'ai peur. En fait, on voit les dangers. Tout le temps. Alors, je fais un exemple comme ça. Souvent, ça arrive souvent. Alors, je ne dis pas que les papas ne le vivent pas, mais souvent, on le voit chez des phénomènes de maman, quand elles sont mamans, au début. On dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle voit le danger partout. On ressent de l'anxiété chez certaines personnes, parce que, simplement, c'est un exemple, d'un coup, elle voit le danger partout. Attention, pour traverser, attention là, attention, vous savez, attention. Ce attention, il est très très intéressant. C'est là où on va dire qu'une personne elle est anxieuse d'ailleurs. Mais attention. Elle passe son temps à être dans l'attention. Ultra vigilance.
Et c'est souvent pour plein de choses. On voit le danger partout. Voilà. Et le truc, c'est comme on le voit partout, on en parle beaucoup. Et on croit que ces personnes ont peur. Non, elles ont peur qu'on ne le voit pas, le danger. Ça paraît. Elles ont peur qu'on ne voit pas le danger. Oui. Mais comment on fait pour voir un danger? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je voudrais aborder ce soir. Moi, le but de ce soir, c'est de donner de la valeur, de la légitimité à nos peurs, à nos crises d'angoisse et à nos états anxiogènes de temps en temps. En fait, qui sont des états d'ultra-vigilance. Est-ce que ça suit pour l'instant? C'est bon? Je donne des exemples. Et je rejoins le risque. Quand on parle des peurs, je donne des peurs très classiques. Basico-basique, d'accord? Si vous avez envie de participer sur vos peurs, il n'y a pas de souci, moi je suis là pour participer avec vous. C'est toujours intéressant de partager si vous le sentez. J'ai peur du noir. Non, t'as pas peur du noir. Ah bon? Ah non. Le noir comme ça fait pas peur. C'est quoi le risque que tu prends dans le noir? De ne pas voir. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que toi, quand tu es dans le noir, le risque c'est de ne pas y voir clair. Tu n'as pas le danger arrivé, non. J'ai peur de l'eau. Bah non, t'as pas peur de l'eau. Quand tu vois l'eau comme ça, t'as pas peur. C'est quoi le risque de l'eau? Ouais. Se faire emporter, se noyer. Un autre exemple. Ça peut être très ponctuel la peur. Hein. J'ai peur. Alors soutien. On parle des araignées des fois, on parle des bestioles. Qu'est-ce que t'as peur? J'ai peur des araignées. Ah bon? Et qu'est-ce qui fait peur? L'araignée non. C'est quoi? Ah mais c'est son mouvement sur moi, c'est les grouillements, c'est. On va aller un peu plus loin. J'ai peur de l'avion. Non, quand tu vois un avion, t'as pas peur. Tu le vois poser sur le tarmac, tu te dis pas, tu hurles pas quand tu vois un avion. Non, non. Pour certains, ça va être, moi j'ai conscience que quand je vais prendre l'avion, je prends un risque. Parce que je sais que si un crash, pour le coup, c'est rare de survivre, donc j'en ai conscience. Ou alors, ça peut être aussi très, très subtil, et pour le travailler, moi quand je suis dans un avion, quand il ferme les portes, j'ai plus d'issue. C'est pas l'avion qui me fait peur. C'est que j'ai plus d'issue de secours. Je ne peux plus en sortir. Je suis enfermée. Puis après, on se rend compte en fait que c'est pas que ça. Je me dis, mais en fait, c'est pareil, dans tous les endroits où il n'y a pas d'issue, je me sens pas bien, j'ai des crises d'angoisse. Donc c'est pas là le plus peur. C'est la situation, c'est le scénario dans lequel on se retrouve. Moi, par exemple, je crains très profondément la foudre. Je cours très vite quand il y a la foudre. Je ne reste pas du tout dehors, je la crains. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait on sait ce que c'est. On n'a jamais peur pour rien. La peur c'est de la conscience. C'est une conscience du danger. On n'a jamais inventé, on n'invente pas une peur. On ne peut pas inventer une peur. C'est pas débile une peur, c'est pas bête une peur. C'est de l'expérience. C'est des dangers, en fait ça représente tous les dangers que l'on a vécus. Sauf qu'on n'est pas à l'échelle d'une vie. On ne peut pas tout vivre à l'échelle d'une existence même. C'est pour ça que quand je parle d'aller à l'échelle de l'âme, ce qui est intéressant, c'est pas de se servir de l'âme pour juste s'échapper quelque part. C'est de comprendre de la matière, de la légitimité, à de l'embarquer, à de l'expérience. On vit énormément de choses. Et on est confronté à beaucoup de formes de danger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dangers-là, plus on est une vieille âme, ça veut dire que plus on a pratiqué la vie, plus on s'est confronté à des situations différentes, plus on a pratiqué des dangers, plus on les reconnaît. Plus ça nous traverse, plus si effectivement on a été très marqué par certains plus que d'autres, on est marqué et on a peur de le revivre. C'est ça qui nous fait peur. Ça nous a tellement marqué qu'on ne veut pas le revivre. Donc on a peur de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu. C'est pour ça qu'une peur, c'est pas quelque chose de complètement fou qu'on invente. Mais c'est vrai que du coup, l'aborder comme ça suggère de croire en la réincarnation, suggère de croire qu'on n'a pas qu'une expérience, mais qu'on a effectivement un amas, on a cumulé énormément de cheminements, d'expériences et de formes et de typologies de danger, plus ou moins marquants,
parce qu'il y a des dangers qui sont plus ou moins marquants. D'accord? Et c'est pour ça que souvent, les gens qui ont beaucoup peur, les anxieux, les angoissés, les gens qui sont comme ça, ce sont souvent des gens hypersensibles qui ont beaucoup de connaissances de la vie. Mais qui ont beaucoup de connaissances. La vie, c'est fait de plein de choses, en fait. Il y a aussi du danger, des dangers dans la vie. Donc on ne connaît pas que les dangers, on connaît les choses magnifiques de la vie. On connaît les choses moins magnifiques de la vie, mais on connaît les choses plus dangereuses aussi de la vie. Et on a été confronté à beaucoup de choses, en fait. Et du coup, le fait de l'avoir vécu fait qu'on garde une mémoire. Donc, une peur, c'est tout sauf une invention. C'est tout sauf une projection. C'est de l'existence, c'est de l'expérience, c'est de la conscience. La peur est liée au danger. Et ce danger, on l'a vécu. Je ne peux pas inventer une peur. Je ne peux pas être en manque de chocolat si je n'ai pas déjà mangé du chocolat. Je ne peux pas ressentir le manque aussi. On ne peut pas être en manque de quelque chose si on n'a jamais connu. On ne peut pas inventer ce genre de choses. L'inconnu, c'est l'inconnu. C'est tout. Ça reste l'inconnu. À partir du moment où j'ai eu peur, c'est que je l'ai forcément, il y a un risque, je l'ai forcément vécu. Et ce qui n'est pas facile, c'est de comprendre que c'est un scénario qui se rejoue, une situation, une typologie de personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont dangereuses aussi. C'est une forme de danger. Ben oui, traverser la route sans regarder, ben on prend le risque de se faire écraser. Mais en soi, c'est pas une peur, ça. Rassurez-moi. C'est du bon sens. C'est de la conscience. Aller nager dans l'océan sans respecter les zones, sans observer les vagues et savoir nager, je suis désolée. On est d'accord, c'est de la conscience. Parce que j'ai conscience que ça peut être dangereux. Mais comment je sais que c'est dangereux? Parce que je l'ai vécu. Parce qu'on a la connaissance, parce qu'on a l'expérience. Et ça nous a tellement marqué qu'on ne veut pas le revivre. Mais c'est parce que ça nous a marqué qu'on ne veut pas le revivre qu'on ne le revivra pas. C'est là où on a du mal, et c'est là où je veux aller au bout de ma théorie, c'est qu'en fait, les peurs, c'est l'expérience de différentes typologies de danger qui ne sont pas forcément expérimentées dans ce présent, parce qu'on ne peut pas tout expérimenter. C'est pour ça qu'on va trouver ça irrationnel, parce qu'on va se retrouver dans des situations où on ne comprend pas pourquoi on est comme ça, parce qu'il n'y a rien dans cette vie qui prouve que j'ai peur de ça. Je ne l'ai pas vécu. D'où ça vient ce truc? Je ne l'ai pas inventé quand même. Non, c'est votre embarqué, c'est votre connaissance. C'est ce qu'on appelle les mémoires. Sur nous. Mais tant qu'on n'a pas compris à quoi ça nous servait, on le subit. On ne peut pas. Je vous donne une image. Vous êtes en train de marcher à côté d'un être cher, quel qu'il soit. Vous voyez? Vous êtes tous arrivés. Vous marchez, vous voyez un mur, le fameux mur. Et vous voyez que votre être cher va se prendre le mur, les deux flancs. Ah, d'accord, ça vous est tous arrivé. De voir quelqu'un, de savoir que par défaut, il va se prendre un mur. Là, il va se prendre le mur, c'est sûr. Donc vous voyez ce que je veux dire? Vous le voyez. Vous pouvez crier, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Il ne voit pas le danger. Et vous, vous le voyez. Et pourquoi moi je le vois et pourquoi lui, il ne le voit pas? Pourquoi? Ouais. On ne peut reconnaître un danger que parce qu'on l'a vécu. Lui, il ne le voit pas parce qu'il n'a pas vécu encore ce danger. Ça veut dire qu'il ne peut pas le voir. Parce qu'il ne le reconnaît pas. Et quand on est une vieille âme, quand on est hypersensible, etc., on n'est que dans de la reconnaissance. Donc, celui qui est pétri de peur, c'est de la conscience, c'est de la reconnaissance. Je sais que ce monde est fait de danger, parce qu'on va se la raconter. Il n'y a pas que du danger, mais il y a du danger. Les éléments naturels aussi. Si on n'est pas vigilant, on peut se mettre en danger. Si on roule à toute vitesse sur la rocade et qu'on ne fait pas attention, on se met en danger, les autres et nous. On en a conscience. On sait qu'on prend des risques. C'est une connaissance, c'est une conscience. Donc, l'exercice, c'est d'arriver à changer son regard sur les peurs, de voir les peurs comme une conscience, comme une reconnaissance d'un danger. Ce qui nous pétrifie en général et ce qui nous bloque, c'est qu'on se rappelle de la sensation et du risque parce qu'on l'a vécu. Oui, parce que forcément se faire traverser par la foudre, si je prends mon cas, c'est pas cool.
ça marque. Moi, la foudre, quand je l'entends, c'est pour ça que je comprends, j'en ai d'autres, craintes, ça me traverse, elle me traverse, j'ai l'impression de le revivre. Hein. Ça peut paraître démesuré, d'ailleurs les gens disent arrête, elle dit mais n'importe quoi, c'est bon, en fait, non mais c'est pas une question de ça, c'est une question que je la vis, ça me traverse, c'est très présent encore. Donc j'ai conscience que j'ai pas fait attention à ça. J'ai sûrement dû me croire plus forte que la foudre, on ne sait rien. En tout cas, ça m'est arrivé. Donc je suis marquée. Donc ça veut dire que quand la foudre arrive, ça me renvoie à ma mémoire et à un risque. Le risque de me faire foudroyer. Donc le but, c'est pas d'avoir peur de la foudre, ici. L'exercice, c'est pas d'avoir peur, c'est de tenir compte que ça peut être dangereux et c'est de travailler ce qu'on appelle la vigilance. C'est d'arriver à transformer nos peurs par de la vigilance. C'est ça l'exercice. La vie, elle te dit, si je te fais vivre des dangers, c'est pas pour que tu aies peur d'eux. Bien sûr que tu vas rester marqué, parce qu'il faut que tu te rappelles de ce que ça t'a fait ce danger. Si tu t'en rappelles pas, ça va rien me vivre. Mais si tu le vis, c'est pour pas que tu le revives, c'est pour que tu t'en rappelles pour ne pas le revivre. Après, on adhère pas. Mais en tout cas, on a besoin de vivre les choses pour s'en rappeler. Et pour justement ne pas le revivre. Mais la vie, ce qu'on oublie souvent d'utiliser, c'est qu'on a la conscience. On reconnaît les dangers. Et ce qu'on a du mal à utiliser, c'est notre capacité de reconnaître les dangers. Il y a des dangers très différents. Très très différents. Il y a des dangers très marquants. Et plus on évolue, plus on monte, plus on évolue, plus effectivement on va avoir des dangers même de plus en plus difficiles à voir. Donc il y a même dans notre processus d'apprentissage, la vie, elle va faire en sorte qu'on se confronte à différents types de dangers. D'accord ? C'est-à-dire que c'est comme une échelle en fait. On monte, on a une ascension, on grandit, on évolue. D'accord ? On ne peut pas le faire à l'échelle d'une vie, d'une existence. Donc on va avoir plusieurs vies, ça s'appelle le cycle. On a un cycle d'incarnation, c'est la somme de nos incarnations, qui fait qu'on va être confronté à différents types de dangers. Parce qu'à l'échelle d'une vie, on ne peut pas tout vivre. C'est impossible. Par contre, même si on est ici dans son présent, on a tout ça en embarqué. Tout. On a tout un embarqué. Alors imaginons, c'est un exemple, d'accord ? C'est pour illustrer. Imaginons que nous avons 800 vies, 800 incarnations. Imaginons que vous êtes à la 750, d'accord ? Et que derrière, vous avez les 749 vies d'embarquer. Avec beaucoup de choses. Hein. Une vie est constituée de beaucoup de choses. Et qu'on expérimente toutes sortes de choses. Sur ces expérimentations, on va être confronté à différents types de dangers, qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est de la connaissance. L'objectif et la finalité, c'est pas de le revivre. C'est justement de le reconnaître pour ne pas le revivre. Donc, nos peurs sont de la conscience. Nos peurs sont de la richesse. Nos peurs sont de la connaissance, vraiment de la connaissance. Ça a beaucoup de valeur en fait. Ça dépend de comment on les utilise, ça dépend de comment on les regarde, ça dépend de comment on se les rapproprie. Ça a de la valeur. Et alors ce qui est bluffant, c'est quand on comprend ça, ce sont nos peurs, souvent, nos peurs, c'est quoi ? C'est de revivre quelque chose. On a peur de revivre la conséquence. Parce que ce qu'on se souvient la dernière fois, c'est la saveur. Ah ben non, moi j'ai peur d'aimer. Mais non, t'as pas peur d'aimer. Tu peux pas avoir peur d'aimer. C'est quoi le risque d'aimer ? De souffrir, qu'on me trahisse. Ça, c'est le risque. En tout cas, c'est le dernier risque que tu as en mémoire de toi. Donc, c'est que, effectivement, quand tu aimes, quand tu ouvres ton cœur, tu prends des risques. Lesquels ? Mais ces risques, on peut les reconnaître. On ne peut pas les reconnaître avant les avoir vécus, puisqu'on ne les a pas vécus. Donc, il n'y a pas de capacité de reconnaissance. Regardez. La reconnaissance n'est liée qu'à la connaissance. Ça veut dire que je ne peux reconnaître que ce qui est connu.
c'est ça la reconnaissance. C'est pas possible autrement. Donc, forcément, j'ai conscience que quand j'ouvre mon cœur, je prends un risque. Par exemple, là, celui de vivre la trahison, par exemple. Ok, parce que tu l'as vécu. Ah bon? Ben oui. Tu sais que c'est possible. Vous savez, on connaît tous les champs de possibilités. Hein. Rien que quand on va chercher, en fait, même, regardez, toutes les peurs des croyances des autres. Rien que ça, c'est une peur. J'ai peur qu'on croie de moi que je suis prétentieux. J'ai peur qu'on croie de moi que je suis méchant. J'ai peur qu'on croie de moi que je suis comme si. J'ai peur qu'on croie de moi. Regardez, celle-là, elle existe. Elle est bien posée, celle-là. La peur des croyances des autres sur moi. J'ai peur qu'on croie de moi des choses qui sont fausses. Ben forcément. Parce que ça nous arrive. Mais même nous, on croit des choses fausses sur les autres. On se plante. Hein. C'est une peur. Mais c'est pas une peur, c'est une conscience. J'ai conscience qu'on peut croire plein de choses sur moi qui sont fausses. Mais j'ai pas envie que ça m'arrive. Pourquoi? Parce que ça fait mal. C'est pas vrai. Ça existe, c'est un champ des possibles, mais j'ai pas envie que ça m'arrive. Parce que ça fait mal. Donc je n'ai pas envie de le revivre. Donc pour pas qu'on croie quelque chose de faux de moi, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Pour pas qu'on croie de moi que je suis méchant, ou pour pas qu'on croie de moi que je suis, je sais pas si vous avez l'exemple, que je suis, oui, méchant, je vais être gentil avec tout le monde. Pour pas qu'on croie de moi que je suis comme ci ou comme ça, je vais faire en sorte qu'on ne croit pas. Vous avez vu, ça peut aller loin. Parce que rien qu'une peur peut complètement conditionner nos mouvements, pour pas que ça arrive. C'est là où ça peut être bloquant. C'est là où ça peut être bloquant. J'ai peur de l'eau? Non, j'ai peur de l'eau. Donc je vais rester avec l'eau. D'ailleurs, on va alimenter la peur de l'eau, que c'est pas l'eau en fait. Le problème, là où l'eau elle est pour rien en fait, c'est le risque que l'on prend. Et du coup, je ne vais jamais mettre le pied dans l'eau. En fait, si c'est travaillé autrement, on peut dépasser, on peut dépasser. Alors on va parler du dépasser. C'est de la conscience. En fait, c'est de la conscience. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est bon pour vous, le fait que ce rapport à la peur, en fait, c'est de la reconnaissance d'un danger? Alors, ça, après on est d'accord, on n'est pas d'accord avec. En tout cas, de ma façon d'aborder le processus de vie, d'expérience, d'incarnation à l'échelle de l'âme, etc., moi, effectivement, je soutiens qu'on ne peut pas avoir de la connaissance et on ne peut pas reconnaître les choses si on ne les a pas vécues. Tout. On parle de l'ignorance, on ne sait pas, parce qu'on ne l'a pas vécu, tout simplement. Et c'est en le vivant qu'on sait. Est-ce qu'on ne peut pas avoir peur de quelque chose, tout simplement parce que quelqu'un nous en a parlé? Aussi, ça peut être alimenté par quelqu'un qui peut nous... Alors ça arrive, oui, ça arrive, que des personnes disent, moi, c'est pas ma peur en fait. Et parce qu'il arrive, ou des blessures, hein. Moi j'ai vu des gens arriver en disant, oui, j'ai la blessure de... Je suis non, c'est pas toi ça. C'est pas toi. Il peut y avoir des confusions, et puis on peut alimenter. Quand on vit avec quelqu'un d'anxieux, qui voit le mal partout, qui a tout le temps peur de tout, il y a des gens, des enfants, des êtres même, qui grandissent dans cet environnement, et du coup qui nourrissent de la peur. Parce que c'est une transmission, entre guillemets, qui est mal maîtrisée. Parce que quelqu'un qui voit le danger partout, ou qui le voit, après il y a le partout, hein, il y a des gens qui voient le mal partout aussi. Forcément, c'est des extrêmes, mais il y en a qui ne voient jamais. Puis il y a des gens qui ne voient jamais, et puis quand quelqu'un va dire, ouais, mais fais attention quand même là, c'est dangereux, oh là là, tu t'inquiètes tout le temps pour rien. Mais non, des fois on voit, on sait. On sait qu'il faut faire attention, et qu'il faut être vigilant. Le risque, c'est de trouver l'équilibre entre ne pas du tout en tenir compte, être dans un extrême. Je pense que moi, en tout cas, l'équilibre, c'est la vigilance. Sois vigilant. Il y a un truc qu'on n'utilise pas aussi, c'est son intuition. C'est le fait qu'on a capacité de reconnaître un danger. Donc, comme on n'écoute pas son intuition et sa capacité de le reconnaître,
eh bien on va faire en sorte de le voir tout le temps. Donc du coup, on va le voir tout le temps. Alors des fois, il n'a pas lieu d'être, il n'y a pas de danger. C'est de compter sur sa capacité de reconnaître un danger. Mais comme on a peur de ne pas le reconnaître, et c'est là où c'est super intéressant, parce que vous allez voir qu'en fait, on doute de nos capacités de reconnaissance. Pourquoi? Imaginez que vous étiez le gardien d'une forêt. Je prends un exemple. Vous avez votre château fort, que vous devez garder votre château. D'accord? Et qu'autour, il y a une grande forêt. Et que vous devez garder et veiller à ce qu'il n'y ait pas de danger. Qui viennent vous attaquer. Et que c'est vous qui voyez le danger. Imaginez que quelqu'un frappe à votre porte et que cette personne que vous connaissez très bien, en qui vous avez confiance, vous lui ouvrez la porte. Et que, sans savoir, vous faites rentrer le loup dans la bergerie. Voilà, on va prendre celle-là, elle est pas mal celle-là. Mais vous ne saviez pas. Vous lui faisiez confiance. Et imaginez que vous l'avez fait rentrer dans la bergerie, pensant que cette personne était vraiment, n'allait pas faire mal. Conclusion. On ressort comment de ça, de cette histoire? On se dit quoi? Qu'on n'est pas capable de quoi? Déjà, on s'en veut, parce qu'on n'est pas capable de veiller sur sa maison, sur son royaume. On est responsable d'avoir fait rentrer dans la bergerie. Qu'est-ce qu'on se veut? On s'en veut de ne pas l'avoir vu. On s'en veut de ne pas l'avoir vu. Donc, en général, l'effet aussi que ça peut faire, c'est que derrière, j'ai plus confiance en ma capacité. Parce que je ne l'ai pas vu là devant moi, le danger. Donc, si je ne l'ai pas vu là, je ne le verrai pas demain. Et là, c'est intéressant. Ben non, tu ne l'as pas vu là parce que tu ne l'avais jamais vu. Et tu devais le vivre. Par contre, maintenant que tu l'as vécu, aujourd'hui, tu vas le reconnaître. C'est-à-dire qu'on pense, en fait, c'est comme, vous savez, c'est comme la bonne ou la mauvaise intuition. Ça, c'est un exemple, il est parfait. Ah non, mais là, j'ai eu l'intuition. Je l'ai senti, j'ai eu l'intuition. Puis quand on ne voit pas les choses, je n'ai pas d'intuition, elle est mauvaise. Ben non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise intuition. C'est juste que tu le reconnais, tu le vois ou tu ne le vois pas. Et si tu ne le vois pas, c'est que tu ne le sais pas. C'est pas qu'elle est plus mauvaise qu'autre, elle est pas mauvaise en fait. Parce que l'intuition, c'est de la reconnaissance. C'est que de la reconnaissance. Mais pour des gens qui sont intuitifs, ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est qu'il faut tout raisonner, tout expliquer. L'intuition ne se raisonne pas. Ça sert à ça, ça fait gagner du temps. Parce qu'on a des capacités de voir et de reconnaître des choses. C'est rapide, on gagne du temps. Parce qu'on l'a déjà vécu. C'est préventif, l'intuition. Et quand on ne voit pas quelque chose, oh là là, j'ai pas une intuition, tu ne peux pas en avoir, tu l'as jamais vécu. Comment tu veux reconnaître quelque chose que tu n'as jamais vécu? Comment? Par contre, tu devais le vivre pour l'expérimenter, le savoir, et après le reconnaître, en tenir compte. Donc, il y a plusieurs, effectivement, facteurs de croire que si je ne l'ai pas vu une fois, je ne le reverrai jamais. Ben non, au contraire. Tu ne l'as pas vu une fois, tu t'en rappelles, tu vas le voir. Donc, finalement, ça doit nous sécuriser, et pas nous insécuriser. Notre expérience est là pour nous sécuriser, pour reconnaître les dangers. Non pas pour l'éviter, cette fois-ci, parce qu'on le voit. Voyez l'exercice. Il y a des dangers, il y a des situations qui sont plus ou moins marquantes. À l'échelle de l'âme, de notre être, c'est très violent, parce qu'il y a des dangers qui sont très violents. Au-delà de l'eau, parce qu'on a peur, et ça peut être très marquant, parce qu'il y a des... Il faut avoir conscience qu'on a vécu des choses difficiles aussi, parce que si on a vécu 800, on vit 750 ou 800 vies, on n'est pas mort que de mort naturelle, tranquille dans son lit, vieux, en paix, et tout va bien. On peut avoir peur de la maladie, on peut avoir peur de la maladie, on peut avoir peur de la mort. Il y en a, ils sont pétrifiés de mourir, de se voir mourir. Mais on a déjà vécu. On n'a pas vécu qu'une mort. On a vécu plein de naissances, plein de retours, mais on a vécu aussi plein de départs. Et tous nos départs n'ont pas été faciles. À des âges différents, dans des situations différentes. On expérimente énormément de choses. Attention, le but, c'est pas de se dire qu'on expérimente quelque chose de douloureuse. Là, ici, on parle des peurs, on parle de choses qui nous ont marquées. Et
qui peuvent effectivement, ça nous a tellement marqué qu'on ne veut surtout pas le revivre. Surtout pas. Et la vie te dit, mais justement, tu t'en souviens assez pour justement être vigilant et ne pas le revivre. Est-ce que vous pensez que l'intérêt de vivre des choses, c'est de le revivre? Est-ce que vous pensez que la vie nous fait vivre des choses pour justement le revivre? Ou est-ce que c'est pour nous dire, regarde, rappelle-toi-en, pour justement l'éviter? Ça dépend de comment on voit les choses. Après, il y a des choses qui sont parfois particulièrement douloureuses, marquantes, et je dirais même traumatisantes. On met du temps à s'en remettre, même à l'échelle d'une âme. Il y a des choses on met du temps en fait, il faut du temps pour s'en remettre. Même une vie à l'échelle d'une vie, ça ne suffit pas. On le voit sur des amis ou des gens, même sur des épreuves. On sait que c'est pas là. On le dit même, non, là, on ne peut pas s'en remettre de ça, là, comme ça, là. Il faut du temps. Et il y a des choses qui sont particulièrement, profondément marquantes. Donc, là, j'ai parlé de peur de l'avion, du noir, ça reste assez simple, mais c'est pas très traumatisant pour des gens, hein, la peur du noir. Moi, perso, j'aime pas manger, j'aime pas marcher dans les eaux troubles. Hein. J'aime bien y voir clair. Ceux qui sont perturbés par ça, c'est qu'ils ont très très peur de ne pas voir le danger. Ils sont pas bien, ils ont besoin d'avoir de la lumière, ça les rassure. Parce qu'ils voient. Ils ont l'impression de voir. Sur la peur du noir, il y a quelque chose qui évolue aussi au cours d'une vie. Bien sûr. Parce que on sait bien que les enfants ont plus peur du noir que les adultes. Les Que les enfants ont évidemment plus peur du noir que les adultes en général. S'il y a des adultes qui ne perdent pas la peur du noir. Et c'est ce moment-là où on ne va pas considérer les peurs de nos enfants. Il y a des enfants, il y a des gens, il y a des enfants qui sont pas entendus et reconnus dans leur peur parce qu'elles sont démesurées, elles n'existent pas. Mais n'importe quoi. Pourquoi tu as peur du noir? Regarde, il n'y a rien là. Sauf que là, oui, il n'y a rien. Mais l'enfant, il n'est pas dans cette conscience de dire là, il n'y a rien. Il est juste dans le scénario du noir qui le renvoie à quelque chose qui lui appartient à lui, qui le renvoie à quelque chose qui va générer pour lui, pour l'enfant, de l'angoisse. Comment explique que ça passe ensuite? Que ça passe justement, cette peur du noir dans la plupart des cas, pour un enfant, elle n'est pas facile. La sécurité, pareil, regardez, si on prend par exemple l'exemple des enfants qui passent l'âge de raison, vers 7, 8 ans, 9 ans, il y a un âge là, il y a un passage. Plus, on appelle ça l'âge de raison. En fait, plus l'enfant est hypersensible, plus il a de l'embarqué, plus il conscientise les dangers extérieurs. C'est bluffant. C'est ça qui conscientise. D'où le fait qu'on a l'impression qu'il régresse, qu'il veut redormir dans le lit parental, qu'il veut allumer la lumière, qu'il a peur qu'il y ait des monstres qui soient dans sa chambre, qu'il a peur que les commandants le rentrent dans la maison, parce qu'il conscientise, il se rappelle du danger extérieur. Et ça dépend des enfants. On se rend compte, enfin moi j'ai vu, ça dépend vraiment des enfants, de leur niveau de conscience, de leur niveau de leur sensibilité. Et souvent, on est sur des enfants très sensibles. Qui ont plus ou moins très sensibles, parce qu'en fait, ils conscientisent. Et c'est vrai. Et de dire à un enfant, mais non, il n'y a pas de danger extérieur, non, surtout pas. Parce qu'il en a conscience. Bien sûr qu'il y a du danger extérieur, il n'y a pas que ça, mais ça existe. Ça existe, c'est vrai. Par contre, ici, dans la maison, voilà, on est en sécurité. C'est la notion, le danger amène à une sensation d'insécurité en fait. On est en danger. Et du coup, c'est là où on va voir les côtés angoissants. Et c'est là où les angoisses ou les peurs vont être plus ou moins profondes et démesurées. Parce qu'en fonction du danger et ce qu'on a vécu, c'est plus ou moins marquant, traumatisant et du coup bloquant. Ça veut dire qu'en fonction de ce que... Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher à l'échelle de son âme son histoire passée. C'est pour ça que c'est intéressant les mémoires. Les mémoires de là, c'est pas juste pour faire du spectacle, c'est pour comprendre son présent en fait. C'est mais en fait, elle vient d'où cette peur-là? Je ne l'ai pas inventée, non. Cette angoisse, non. Et il y a des personnes, mais Adeline, il faut que je la dépasse, il faut que je la dépasse, il faut que je la dépasse. Non mais attends, tu ne pourras pas la dépasser là maintenant. Je donne un exemple. Je donne vraiment un exemple, d'accord? Une personne est hyper angoissée de sortir de la maison. D'accord? Angoissée, rien que de sortir de chez elle. Et quand elle sort, il faut qu'elle soit jamais très loin, toujours avec sa voiture, parce qu'il faut qu'elle puisse rentrer vite. D'accord? Et, non mais c'est un enfer pour elle. Parce que
Elle est tout le temps, en fait, elle ne se sent pas en sécurité à l'extérieur. Pour des raisons qui lui appartiennent, je ne vais pas exposer ça maintenant, c'est son histoire. Et ça s'explique. Parce qu'il y a toujours une explication à ça par rapport à ce qui s'est passé dans son passé. On n'invente jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Et elle me dit, Adeline, je veux partir 2 jours à la montagne. Et je la regarde, je ne vais jamais y arriver. Mais si, il faut que je dépasse ma peur, c'est comme ça que j'y arriverai. Non, tu n'y arriveras pas. Parce que rien que sortir 1 heure déjà, pour toi, c'est une montagne. Donc tu vas commencer par 2 jours. Tu n'es pas à l'écoute de ta peur et tu n'es pas à l'écoute de l'ampleur du traumatisme. Parce que ça paraît démesuré, bête. À l'échelle de sa vie. Elle refuse, elle la rejette, elle ne l'accepte pas. Parce qu'elle ne lui donne pas un droit d'existence en fait. Elle ne lui donne pas matière, mais c'est débile, mais quand même, je veux aller à la montagne moi avec mes amis, je veux partir, je comprends. Mais tu es tellement marqué et traumatisé par ce qui t'est arrivé que du coup c'est trop angoissant. Du coup tu vas te mettre en situation encore plus de danger parce que tu vas te mettre en échec, en péril. Parce que je peux vous dire juste une chose, c'est qu'il y a des dangers, on se sent limite en danger de mort pour certains. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver en fait. Le risque il est maximal. Et ça on a du mal à le prendre en sérieux pour certaines personnes. Elles se sentent réellement en danger pour certaines, de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort pour certaines. Ça touche ça en eux, parce que c'est ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Ça a touché leur survie en fait. Les gens qui sont anxieux et qui ont peur de la foule et des gens ont souvent un rapport à la foule et aux gens par rapport à eux. Soit une mise à mort, soit une poursuite. Il nous arrive des choses, hein. Pris au piège. Il y a vraiment des scénarios qui vont nous faire réagir, qui sont anxiogènes. Parce que ça nous renvoie. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est de comprendre qu'en fait, ce qui s'est passé dans le passé, s'est passé dans une forme, parce que c'était une époque différente aussi. On n'a pas tout vécu dans ce présent. Donc, du coup, ça prend une forme différente. Et ce qui est difficile, c'est de comprendre que dans son présent, ça ne prendra pas la même forme, parce qu'à l'époque, on ne s'est pas écrasé par un bus ou une voiture. Hein. Ça n'a pas toujours existé quand même. Donc du coup, on a quand même des mémoires qui sont marquées, mais ça ne prend pas la même forme. Mais ce qui est ravivé, c'est la sensation. La sensation d'être coincé, la sensation de se sentir manipulé, la sensation de se sentir piégé. En fait, c'est des sensations. C'est ça qui est bluffant en fait, c'est que ça renvoie des sensations. Ça veut dire que pour certaines personnes, rien que la foule ou une autre personne, c'est anxiogène. Parce qu'elle a un rapport à la foule qui a été à l'origine de son danger. C'est l'origine de son danger. Sur elle. Donc cette personne, forcément à un moment donné, pour elle, c'est compliqué. Alors elle a vu pendant longtemps des psy, elle a vu des spécialistes qui lui ont toujours finalement dit que c'était démesuré, que limite il l'inventait, qu'il devait la dépasser. Il n'y arrivait pas à dépasser sa peur. Donc, à un moment donné, de ne pas la prendre au sérieux, soi-même de ne pas la considérer, fait qu'on va essayer de dépasser ça, mais on va se mettre encore plus en danger, parce qu'on va se faire violence, on va se mettre dans une situation qu'on ne pourra pas supporter. Donc ça va être un travail qui va être progressif. C'est un travail qui est progressif. Il faut du temps. Vraiment, il faut du temps pour que ça coule, pour s'apaiser. Voilà, c'est quelque chose qui se fait doucement. Prenez quelqu'un dans cette vie-là, dans votre présent autour de vous, ou si c'est vous aussi, ou quelqu'un que vous connaissez, c'est souvent plus facile quand c'est quelqu'un à l'extérieur, qui a vécu un trauma. Mais un trauma. D'accord ? Quelque chose de traumatique. On voit ça. Et vous allez forcément dire que cette personne, c'est normal qu'elle ait peur. Attends, tu te rends compte, t'as vu ce qu'elle a vécu, c'est normal, il faudra du temps, c'est normal qu'elle soit quand même... Vous voyez ce que je veux dire ? On va lui donner de la légitimité. Parce qu'on connaît le trauma. Ouais. Parce que l'accès au mémoire, il se fait comment alors ? Mais si le trauma n'est pas dans cette vie. Par vous, par des gens comme moi ou d'autres qui accèdent à votre mémoire par vous. C'est votre histoire en fait. En fait, ce qui est super bluffant, c'est quand on est prêt à travailler ça. Moi, je n'invente rien en fait. C'est votre histoire qui revient. Et souvent, c'est hyper cohérent. Et on n'a pas besoin d'aller chercher loin des fois. On a besoin d'accéder à quelque chose. Mais en fait, rien que ce qui se refait dans cette vie-là permet déjà de faire revenir les scénarios.
Il y a des personnes même par des rêves, hein, qui vivent des trucs, qui disent mais attends, j'ai vécu des rêves, c'était mais... Il y a même des fois des rêves récurrents. Des fois c'est un rêve qui revient. Alors ça peut être, moi j'ai l'impression qu'on m'écrase. Moi j'ai l'impression, moi j'avais qu'on me poursuit, qu'il y a une boule qui me poursuit tout le temps. Une énorme boule qui me poursuit, je cours. Et des fois c'est des trucs comme ça, on a des espèces de mini-rêves, de mini-scénarios qui se rejouent. Donc on accède effectivement à son histoire. Et ça fait partie, là pour le coup c'est partie de mon travail. C'est d'essayer, c'est de donner c'est d'accéder à vos archives. En fait c'est une mémoire. Rien que hier c'est déjà une mémoire pour nous, en ce présent. D'accord? Et en fait, sans en faire tout un pataquès, l'âme, tout ce qui est avant aujourd'hui, c'est du passé. Donc soit dans cette vie ou dans cette vie d'avant, c'est du passé pour elle. C'est de la mémoire. Et c'est vrai que c'est pas évident des fois d'aller le chercher. Donc souvent on se sert de son présent, on se sert déjà de ce qui ressort parce qu'il y a des scénarios qui se rejouent. On les voit, on voit où est-ce qu'on a peur, on voit où est-ce qu'on est angoissé, on voit bien les situations. Donc souvent on va aller chercher le scénario. Et le scénario nous permet de comprendre très facilement ce qui nous est arrivé. C'est assez bluffant. Rien d'exprimer une peur. Ah mais moi, regardez. Et je viens de vous poser cette question. Quelle serait la pire chose, par exemple, vous ne voulez pas qu'on croie de vous, qui serait faux? C'est une question comme ça. Je suis juste pour faire un petit exercice pour montrer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on croie de vous qui est faux? Par exemple. En général, c'est quelque chose qu'on ne veut pas qu'il nous arrive. Mais surtout, quand vous allez mettre le mot dessus, vous allez comprendre que vous l'avez déjà vécu. Vous accédez à votre mémoire sans savoir. Parce que vous mettez les mots dessus direct. Mais j'ai pas envie qu'on croie de moi que je suis... je suis un charlatan. Ok. Alors les mots, laisser parler la personne, c'est juste magnifique. Parce que d'elle-même, elle dit les mots. Et vous allez voir que personne ne dit les mêmes mots. Souvent, nous, quand nos angoisses, tout ça, ça ressort très facilement. Ça demande de ne pas raisonner. De laisser sortir les choses très naturellement. Mais le problème, c'est que souvent, ça nous semble démesuré et bête. On a du mal à donner de la légitimité, de la valeur à ça. Après, c'est intéressant de s'observer, de jouer le jeu. Par exemple, vous, quand vous allez oser exprimer des choses comme ça, qui est naturellement, qu'est-ce que vous avez comme réflexe? Est-ce que vous vous prenez au sérieux? Je sais pas, est-ce que vous vous dites, par exemple, c'est juste par exemple, hein, si vous avez participé, qu'est-ce qui vous vient naturellement quand vous allez oser évoquer des choses comme ça qui vous traversent, qui vous semblent... vous dites quoi? On n'a pas trop envie de le dire. C'est n'importe quoi. Par exemple, c'est des réflexes, sans raisonner. Ben non, c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Non mais redescends. Tu es allé chercher ça. Par exemple, non mais on va raisonner comme ça. Ou alors on n'a pas envie d'en parler parce qu'on trouve ça, mais je sais pas, on n'ose même pas en parler. Parce qu'on se dit non, de suite on se censure. Donc on laisse pas d'espace. Juste pour savoir, est-ce que vous avez tendance à associer vos peurs à du mental? À une création de votre mental, au mental en général? Est-ce que ça fait partie de certains? Oui. Ok. Bon. Le bon mental. L'abandon. Ramassage mental. Et oui, parce que c'est toujours sa faute. Tout ce qui est négatif, bloquant, c'est le mental. Tout ce qui est super, le 1, c'est le cœur. Bon, mince, on n'est même pas embêté là. Alors, moi, j'ai pas ça dans ma façon d'aborder les choses, parce que je pense qu'on est tout, on est un tout. Et je pense que l'âme, elle a des peurs parce qu'elle a des mémoires. Elle a vécu des choses, c'est tout. Du coup, elle est marquée. Elle est marquée par des choses magnifiques. Elle est marquée par la solidarité. D'ailleurs, c'est tout ce qui lui manque, des fois. Tout ce qui vous manque dans ce monde, c'est pareil, c'est comme les peurs. On ne peut pas être en manque de quelque chose qu'on n'a pas connu. On ne peut pas manquer. On ne peut pas ressentir l'absence. Une absence ou un manque, c'est que ça existe. On ne peut pas l'inventer. D'accord? C'est pas faux de ressentir une absence ou un manque. C'est parce que ça existe, on l'a connu. On a connu la liberté, la solidarité, l'émerveillement. C'est beau la vie aussi.
c'est ce qui nous divise d'ailleurs. C'est qu'il y a des côtés, des facettes très belles et des côtés, des facettes qui sont moins luisantes. Et puis on a vécu aussi, ben voilà, des peurs, on a vécu des dangers surtout, avec des risques. Quand on aborde les peurs, essayez de travailler, si je peux me permettre, plutôt sur les risques. Plutôt de bloquer sur une peur, je dois dépasser une peur. Quel risque je prends en faisant ça? Déjà, c'est passer un cap. Parce qu'on n'est plus bloqué sur la peur. On travaille sur le risque que vous prenez. Et ce risque, c'est de dire voilà, ça veut dire que si je l'ai en conscience et que je sais que ça existe, c'est que je l'ai forcément vécu. Donc c'est d'aller chercher le risque. Quel risque tu prends en ouvrant ton. Voilà, je sais pas, j'en ai dit, il y a tellement de choses. Je sais pas, est-ce qu'il y a une personne qui veut te donner un exemple du jeu ou et on peut le faire? Moi, pas j'ai mais La porte de la mort, ok? Mais c'est un sujet qui est quand même profond, qui est existentiel et qui est quand même assez récurrent. Donc il est tout à fait légitime d'y penser. Par contre, je vais aller plus loin. Quel type de mort? Naturelle? Donc la mort naturelle, pas un type de mort particulier. Ok, quel est le risque de la mort? C'est que la vie s'arrête, il n'y a pas de vie après la mort. C'est que tout s'arrête. Il y a un côté définitif. Il n'y a plus le côté infini. C'est-à-dire que du coup, forcément, si tout s'arrête là à la fin, d'accord? Donc ça fait travailler souvent le rapport à la foi, le fait, ça sert à quoi tout ça si ça s'arrête? Et je sais pas, ça dépend, voilà. Mais en tout cas, c'est pas. Le risque, il est quand même important. Ici, on aborde la vie. C'est-à-dire que la mort ici vient en confrontation, en opposition à la vie. Alors, ça dépend si on croit à la réincarnation ou pas. C'est que la vie ne s'arrête pas. À l'échelle de la terrestre, oui. La vie terrestre, c'est la fin d'un cycle. C'est comme une journée. On finit sa journée, le soleil se couche, c'est la fin d'un cycle. À partir du moment où je quitte cette vie, où je suis incarnée, mais ça demande de croire en l'âme, ça demande de croire en certaines choses ou pas, ça dépend de beaucoup de choses. Ça, c'est trop personnel. Mais effectivement, le risque ici, c'est pas la mort. C'est que si la mort, ça dépend de la définition que vous avez de la mort. Est-ce qu'il y a une beauté définitive? Est-ce que ça dépend de ce qu'on en fait? Donc le risque, vous l'avez, c'est qu'il n'y a plus de vie. Et s'il n'y a plus de vie, ben voilà, ça n'a plus de sens. Ça ne sert à rien. Et vivre sans raison et sans sens, c'est compliqué pour des gens comme nous. Ben ouais, mais s'il n'y a pas de sens, parce qu'on est dans du bon sens. On aime bien que les choses aient du sens. Et on n'aime pas que ça ne serve à rien. C'est compliqué de se dire que ça ne sert à rien quand même. Hein. Moi j'ai du mal avec ça. Ah non, on ne peut pas que ça pour rien quand même. Ça sert quand même à quelque chose. Enfin, ah non, hein. Parce que si c'est pas que ça ne sert à rien, effectivement. Non mais voilà, j'essaie de. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'exprimer une peur ou une crainte? J'en ai conscientisé une là, à l'instant. Oui. Quand je vais courir, par exemple, quand je vois des gens sur un trottoir, systématiquement, je change de trottoir. Je ne vais pas traverser ou passer à côté de ces gens-là. Je change de côté ou de pan de rue. Et c'est quoi le risque? Le risque, c'est de se faire tomber dessus, en fait. C'est-à-dire que c'est la sensation que quelqu'un va t'attaquer? Que le groupe peut me tabasser, en fait. Voilà. Mais ça, c'est identifié, sans aller loin, c'est pour répondre à votre question, quelque chose qu'on a déjà vécu. Parce que ça existe. En fait, je suis content de faire l'exercice. On a conscience des dangers. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui va, le soir, je vais aller me coucher, je vais fermer toutes les portes de la maison. Alors ça paraît bête, hein? Ah non, mais moi j'ai conscience que dehors il y a des fous. Ils sont bien derrière dehors, mais moi je ferme. Mais n'importe quoi, ah si. Non, j'en ai conscience.
Donc je tiens compte de ma conscience, je sais qu'on peut... Alors après c'est intéressant, on ne le voit plus chez les femmes que chez les hommes. Et on a été plus dans le foyer que les hommes, dans notre histoire. Les hommes étaient à l'extérieur, plus la femme était dans le foyer. Et quand les foyers se faisaient attaquer, les femmes étaient plus seules dans leur foyer. Elles ont plus vécu les agressions dans le foyer, puisque les hommes allaient à l'extérieur. C'est symbolique, hein, je ne dis pas que je généralise, d'accord? Donc la femme est très dans le foyer, la protection du foyer, elle se protège de l'extérieur. Elle a conscience des dangers. L'escalade. C'est que c'est vrai, ça existe. L'exercice ici, c'est pas de se dire ah là là, j'ai peur. C'est d'arriver à se dire en fait, j'ai conscience que ça existe. J'ai conscience que ça peut exister. J'en tiens compte. J'en tiens compte. Parce que ça arrive, ça existe. Mais moi, je trouve ça vachement difficile de passer de la peur à la vigilance, parce que, par exemple, là, pour les trottoirs, moi, j'ai l'impression qu'on va me balancer sur la route, je vais me faire écraser, mais j'arrive pas, oui, on va me pousser, mais j'arrive pas à passer à la vigilance parce qu'il y a la sensation physique qui bloque. Alors c'est ça c'est intéressant, parce que là on est sur l'angoisse, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'on est encore tellement imprégné par cette sensation de se faire pousser, parce que c'est une mémoire, on n'invente pas, on l'a vécu. Du coup, c'est comme moi quand la foudre tombe. Elle me traverse. Je ne peux pas l'expliquer. Comme ça. Du coup, je peux rester paralysée. Parce que je revis le moment. Ça me traverse. Et du coup, ça nous pétrifie. C'est pour ça qu'on peut avoir des moments où c'est ce qu'on va appeler des crises d'angoisse. On va se sentir complètement figé. Ça veut dire que c'est encore présent. Ça veut dire que c'est encore très présent. Regardez, je vous donne un exemple pour illustrer. Imaginez comment ça fonctionne. On a besoin de vivre des extrêmes pour trouver l'équilibre. Et la vigilance, c'est un point d'équilibre. Je parle d'un truc très basique. Donc, il y a des gens, par exemple, qui voient le verre à moitié plein et qui ne voient jamais le verre à moitié vide. C'est un extrême. Il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide et jamais plein. C'est notre extrême. L'exercice, c'est d'arriver à voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Là, on est juste. Imaginons que dans une vie, vous ne voyez jamais le mal. Tout est joli, les gens, vous êtes naïfs, vous voyez toujours le bon chez les gens. Le potentiel, l'évolution, ce qui est vrai, puisqu'on a tous le même potentiel. On n'est pas développé au même niveau, on n'est pas encore dans le même niveau de croissance, mais on a le même potentiel. Imaginez que vous ne voyez pas. D'accord? Forcément, quand on ne va pas voir une partie de certaines choses, on va vivre. J'ai plein d'exemples. Hein. Alors imaginez que dans une vie, vous avez été prétentieux. J'ai 17 ans, mais je dis à tout le monde que j'ai 18 ans. Je prétends plus que ce que je suis. Imaginez que vous avez été généreux à outrance. Imaginez que vous n'avez pas vu le mal. Naïf, ou alors, il y a un autre terme, souvent c'est... Candide, vous voyez ce que je veux dire, on ne voit pas le mal, on ne veut pas le voir, on ne voit pas. Mais non, mais regarde quand même. Voilà. Imaginez, plein de choses. Et puis forcément, c'est quoi le risque d'être prétentieux? C'est quoi le risque d'être prétentieux? Il y a un risque quand même, parce que vous n'avez pas envie d'être prétentieux dans cette vie, non? D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on a peur. Je ne sais pas, il est prétentieux. Hein. Être rejeté par les autres. Hein? Ouais, la solitude. Ouais, le rejet, la solitude, on se retrouve tout seul souvent. Alors, alors je parle souvent de cet exemple parce que j'ai le dessin animé Le Roi Lion souvent en tête, parce qu'il est très représentatif de la prétention et de la leçon de la prétention. Il va être plus grand qu'il roule des mécaniques au début, donc forcément, mais il vit sa leçon. Mais après, ça lui sert de leçon. Et imaginez, c'est quoi le fait d'être trop généreux tout le temps? On sait souvent quoi? Avoir. Trop bon, trop con, hein? Mais c'est vrai, hein, souvent on se fait avoir. Imaginez la naïveté, la candeur, on ne voit pas le mal en fait, on ne voit pas, donc souvent pareil, on se fait avoir. D'accord? Il y a plein de choses comme ça. Ok, très bien. Ok. Et puis alors imaginez que vous dites, non, plus jamais, hein. Plus jamais. Hop, je vais chez l'autre extrême.
Ah oui, imaginez que vous avez toujours dit oui à tout le monde. Tout le temps. Bah forcément, à un moment donné, il y a des conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand on dit oui tout le temps à tout le monde? Ben, on oublie de se dire oui à soi. Par exemple. Je ne sais pas, voilà, imaginez que vous avez été méchant, blessant. Parce que ça vous arrive. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on est méchant et blessant? Pareil. Objet, jugement, enfin il y a plein de choses, hein. Il peut se passer plein de choses. Alors là je parle de ça, c'est des exemples, après dans les dangers, il y a des dangers qui sont plus ou moins traumatiques quand même. C'est juste pour vous expliquer l'équilibre. Naturellement, quand on vit un extrême, on va aller chercher l'autre extrême. Ici, dans la prétention, souvent, quand on a la prétention, on va redescendre dans l'échelle. Ça veut dire qu'ici, je voulais dire que j'avais 18 ans, et là, je vais dire que j'ai 12 ans. Donc, on va se sous-estimer. Donc, on va le mettre dans une surhumilité. Et qu'est-ce qui dit que l'âme se corrige? Elle se retient les leçons. Ah oui. En le faisant, en pratiquant, c'est naturel. En fait, sans vous en rendre compte, vous pratiquez déjà vos leçons. Vous ne le conscientisez pas. Vous avez peur d'un truc, en fait, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous êtes hyper vigilant. Comment tu veux te faire écraser par une voiture étant donné que tu regardes tout le temps s'il y a des voitures à gauche et à droite? Comment tu vas avoir peur? Ah oui, c'est vrai. Comment tu veux que ça t'arrive? Oui, ça peut arriver quand même. Oui, non, mais d'accord. En fait, on ne se rend pas compte qu'on est ultra vigilant. Donc, à un moment donné, comme on est ultra vigilant, souvent, mais on est tellement marqué, parce que ça nous a tellement marqué qu'on est encore dans la peur de revivre la conséquence. Quand j'ai peur de la prétention, parce que j'ai été prétentieuse, parce que j'étais marquée par ça, je vais mettre en face, le sûr, qui va venir. Le sûr vient contrebalancer la peur. Et en fait, on oublie de se dire que je vais être juste vigilant à ne pas être prétentieux. Et si je sens que je suis un peu, je vais rectifier. Parce que dans tous les cas, je sais que je ne veux pas l'être. Donc comme j'ai conscience que ce serait pire, comment vous voulez avoir peur de la prétention si vous n'avez pas que c'est la prétention? On ne se pose pas la question. On l'est ou on ne l'est pas. Mais quand on ne veut pas l'être, on va faire en sorte de ne pas l'être. Mais le but, c'est pas d'être dans la surhumilité de se descendre. Le but, c'est d'être juste. Au milieu. Non. La surhumilité vient contrebalancer la peur de la prétention, par exemple. Mais non, mais c'est rien, mais non, mais c'est rien, mais non, mais c'est rien, mais non, mais c'est rien. Pour surtout pas qu'on croit qu'on est prétentieux. Pareil, dans les peurs, est-ce que c'est vous, c'est des exemples là que je donne au vrac, est-ce que c'est vous qui avez peur d'être prétentieux? Ou est-ce que vous avez peur que les autres croient que vous êtes prétentieux? Eh bien, c'est pas pareil le travail. Ah non, moi je sais que je suis pas prétentieux. Ah ben ça va alors déjà. Oui, mais si quelqu'un me croit, ah ben ça tu peux rien faire. On est impuissant sur les croyances des autres. Si quelqu'un me croit que tu es prétentieux, par contre, tu sais que c'est possible. Tu sais que quelqu'un peut le croire. Parce que tu as très bien compris que dans ce monde, on juge, on rejette. Quand on me dit Adeline, j'ai peur qu'on me juge, la peur du jugement est très présente aussi. Adeline, j'ai peur qu'on me juge. Adeline, j'ai peur qu'on me rejette. Adeline, j'ai peur. Mais on va te rejeter. On va te juger dans ce monde. C'est une conscience. Tu ne pourras rien faire. C'est une vérité. On est dans un monde de dualité, d'ignorance. Il y a des niveaux de conscience différents de toi. Donc il y a des gens qui vont te juger. Tu ne peux rien faire. Mais est-ce que toi tu te juges? Si. Et oui, c'est ça. Est-ce que toi tu crois que tu es prêt? Est-ce que toi tu es prétentieux? Ben non. Oh, mais j'ai pas envie qu'on le croie. Tu peux pas faire. Tu peux rien faire. Tu es impuissant sur ça. Si quelqu'un veut croire que tu es prétentieux, il le croira. C'est désagréable. Mais ce qui va compter, c'est que toi, tu sais que tu l'es pas. Mais il faut comprendre que c'est de la conscience. On est dans un monde de jugement. Ouais. Je reviens juste sur les angoisses. Ouais. Il y a des gens qui ont L'angoisse. Ouais. Tous ces gens qui ont des angoisses nocturnes, surtout l'hiver, qui arrivent à 18, ils ont tous la même blessure.
Les abandonnés, Les angoissés? les angoisses nocturnes, les gens qui ont des angoisses nocturnes. Non, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Parce que ça, c'est bien. Chaque personne est unique. On peut très bien avoir une angoisse dans un scénario, par contre la façon dont c'est vécu et la façon dont ça peut être différent. Tout à l'heure on parlait de la mort par exemple, ça je posais la question au monsieur. Quand on croise, moi j'ai vu des gens me dire à lui j'ai peur de la mort ou j'ai peur de la maladie. Quand on croise un peu, on va très loin dans le détail. Ah non, moi j'ai peur de la mort, j'ai peur de me voir mourir et de rien faire, de pouvoir rien faire. Par exemple. Donc on peut être très 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 loin dans le détail. Ou le noir ou les angoisses nocturnes. En fait, ça dépend vraiment. On peut vraiment. En fait, l'exercice, c'est de personnaliser ses propres peurs. Parce que ça nous appartient. Il n'y a que nous qui les avons vécues. C'est-à-dire que personne n'a vécu ça à ta place. Personne ne l'a ressenti à ta place. Personne ne l'a interprété à ta place. Donc, personne ne peut traduire à ta place comment toi tu l'as vécu. Donc, c'est pas parce que c'est un scénario qui se ressemble qu'on le vit de la même façon. Pas forcément. Ça répond à la question ou pas? Oui? Ou non? Si. Il y a une question derrière ou pas? Non. Non? Il n'y a pas. En fait, c'est important de. Alors, je ne peux pas le faire là. C'est important de personnaliser et de se réapproprier son histoire et ses peurs et ses angoisses et son anxiété, parce qu'en fait, déjà, c'est individuel. D'accord? C'est de comprendre d'où ça vient. Et moi, je dis souvent, c'est de légitimer, de donner un droit à l'existence. Pour moi, c'est la base pour arriver à les dépasser. On les dépasse déjà, en fait, parce qu'on met déjà en pratique les leçons de ce qui nous a été marqué. On s'en rend pas compte, mais on le fait déjà. On a beaucoup de conscience. Ça veut dire souvent, mais Nadine, comment je fais? Mais tu fais déjà. Tu es hyper vigilant. Avec quelqu'un qui sort de chez lui parce qu'il a peur de se faire attaquer, mais il peut se faire attaquer, pour le coup. Mais l'exercice, ça va être d'apprendre à... C'est ça l'exercice, c'est de compter sur son intuition, sa capacité de reconnaître les dangers. On parlait de la rue. Moi, je vais marcher dans la rue, pareil. Il y a des gens, je vais croiser, des gens, je vais changer de trottoir. D'autres pas. Mais ça peut être des stratégies d'évitement, tout simplement. Oui. Mais oui. Pourquoi je vais me mettre face à un danger, quelque chose que je m'ennuie, si je dois le revivre? Et je suis d'accord. Moi, j'ai vu des gens se dire il faut que j'affronte absolument ça, il faut que j'affronte. Je dis pourquoi tu veux l'affronter? Moi, je vais pas me mettre sous la foudre, en pleine forêt, parce qu'il faut que j'affronte ma peur. Non, parce que moi, j'ai compris ma leçon. Ma leçon, c'est Adeline, quand il y a de la foudre, tu vas te mettre à l'abri. Donc, ma leçon, c'est pas d'affronter l'éclair. Ma leçon, c'est de tenir compte que c'est dangereux, et d'en tenir compte, et de faire en conséquence de mettre à l'abri. Ça, c'est une conscience. Il y a des moments où il y a la nécessité d'affronter ses peurs. Quelqu'un qui est obligé de prendre un véhicule pour se déplacer, Ça qui a dépend. peur de la voiture, Ça dépend. il va faire des stratégies d'évitement pour Oui. ne pas prendre la voiture. Alors, je réponds à votre question. Oui. Il peut faire des stratégies d'évitement, et il peut aussi réaménager il peut réaménager son écosystème Oui. en fonction de ses peurs et en tenir Oui. compte. Oui. Moi, j'ai vu trop de gens ne pas vouloir en tenir compte. Je dis, mais accepte que ça te fait peur et mets en place ton système autour. Et c'est pas forcément de l'évitement, c'est de le conscientiser, de l'accepter, de vivre avec. Parce qu'en fait, c'est trop récent, c'est trop violent. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas te faire 3 heures de route alors que même 5 minutes, tu es hyper angoissé? Oui, mais il faut que j'affronte ma peur. Mais c'est pas ça, affronter sa peur. On n'affronte pas sa peur, pour moi. On l'accepte. Et on vit avec. Et il y a des choses que doucement... En fait, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de l'accepter, de vivre avec et d'en tenir compte. Alors, il y a des peurs, c'est toujours pareil. Il y a des échelles. Il y a des échelles. Et il y a des choses qui... Quand c'est trop traumatique, quand on me disait ça, c'est angoissant, bloquant, paralysant. Moi, j'ai vu des gens se mettre au défi de faire des choses et ils n'étaient pas prêts de le faire. Ouais, mais il faut que je l'affronte. Vas-y. Mais il faut qu'ils vivent pour voir. Et en fait, j'ai aménage. Si tu sais que le soir, la nuit, tout seul sur la route, parce que c'est ça, ça arrive des fois, c'est trop difficile pour toi encore, ne te déplace pas à 21h.
Fais en sorte de t'organiser autrement et tiens-en compte. Moi, je suis plus pour ça. Plutôt que de dire je dois l'affronter, la dépasser. Je suis plus pour dire donne-lui déjà un droit à l'existence, réconcilie-toi avec, apprends à vivre avec, et plus ton trauma il est marquant, il est encore présent, accepte-le. Et là, on va parler du rejet. Accepte-toi inconditionnellement. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout accepter de soi et s'aimer inconditionnellement, c'est ça aussi. On rejette nos peurs, on rejette nos croyances, on rejette nos peurs, on rejette nos incapacités, on rejette plein de choses de nous en fait. Et on te dit, là, il te dit, mais aime-toi inconditionnellement là maintenant, avec ce que tu es, ce que tu n'es pas. Et nos peurs font partie de nos mémoires, et il y en a qui sont plus ou moins marquantes, elles sont encore à vif. Donc au lieu de vouloir absolument, une plaie quand elle est à vif, quoi. Je sais pas, on fait quoi quand on a une plaie ouverte à vif? On va laisser le temps en fait. Allez, on y a tout comme ça. Allez, vite. On court après le temps aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, il faut toujours aller vite, il faut guérir vite, il faut dépasser nos croyances vite, il faut tout faire vite, il faut tout faire vite. Maintenant, c'est du fulgurant. Sauf que quand on est sur du profond, de l'existentiel et des dangers existentiels, parce que là on a abordé des dangers, ok, mais on est sur des dangers existentiels. Parce qu'on ne se rend pas compte des risques. Quand on parle de la place, quand on reprend sa place dans sa mission, dans son groupe, quand on va aborder des sujets existentiels, on est sur des risques existentiels, on est sur des dangers existentiels. On prend l'exemple d'un chirurgien qui rentre dans sa salle d'opération. Il se passe quelque chose, ça se passe pas bien. Il perd son patient, par exemple. Il pense qu'il n'est pas capable, que c'est sa faute, il se rend responsable. Il sort de la salle d'opération, il démissionne, il ne veut plus être chirurgien parce qu'il pense qu'il n'est pas capable. C'est quoi sa peur? De se tromper à nouveau? Qu'est-ce que c'est sa peur? C'est quoi le risque pour lui de coopérer? Il est marqué par ça. Il est marqué par ça. Il ne veut pas le revivre. C'est un exemple, il ne veut pas. Et pourtant, c'est sa place, c'est un bon chirurgien. Bien sûr qu'on se trompe. Bien sûr qu'on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est la base de la complémentarité, c'est la base de l'évolution quand même à la base. Donc si on n'accepte pas de se tromper, on est mal barré pour évoluer. Quand on ne veut plus se tromper, on ne peut plus grandir. Moi, je ne sais pas comment on fait pour grandir si on ne se trompe plus, en fait. On est bloqué dans sa croissance. On est obligé de pratiquer, d'y aller, de voir. Pourquoi? Parce qu'on va corriger. On va en tenir compte. On va accepter aussi nos erreurs pour s'améliorer, pour revenir différemment. Donc, bien sûr qu'on est marqué parce qu'on ne veut pas le revivre tellement ça nous a traumatisés. On veut pas. C'est pas lié à l'abandon de l'âme, là, le Bien sûr. de ne plus La vouloir démission, se tromper. oui. La réponse, c'est Pas la démission. c'est une peur à accepter en fait, parce que on a peur, enfin moi je sais que si quand j'ai peur de me tromper, j'ai peur de, c'est pas la peur de se tromper directement, c'est la peur de violence physique, la peur associée à... Elle a peur de se tromper, tiens, c'est un super exemple. Et là la leçon que je voudrais en tirer, c'est prendre le temps en fait d'accepter. C'est accepter que quand tu te trompes, c'est pas la peur de te tromper. Quel est le risque pour moi quand je me trompe? Et là, on avance, déjà. Là, on n'est pas pareil, là, déjà. On aborde les choses autrement. C'est quoi le risque pour toi de te tromper? Pour moi, le risque de me tromper, c'est quand on me tombe dessus. Et là, c'est quand même irrationnel, la devine. Et là, on commence. Comment ça? Et c'est débile. Il n'y a personne qui va me tomber dessus, là. Et c'est là où on commence à pas donner de sens et de légitimité à ce qu'on ressent. C'est quand on commence à donner du contenu, en fait. Et un droit à l'existence. C'est pour ça que moi, de mon point de vue, je peux l'évoquer comme ça, je travaille comme ça, c'est pour ça que je trouve intéressant de travailler chez de l'âme. C'est de donner de la légitimité et un droit à l'existence à tout ce qui nous caractérise, mais qui, à l'échelle d'une vie, est irrationnel, disproportionné, irréel. C'est dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pas du tout. Pas du tout. Donc, effectivement, la peur de se tromper, tiens, toi, c'est quoi? Qu'on te tombe dessus. Toi, directement, parce qu'on se connaît,
Mais toi, directement, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire l'erreur est inacceptable. Donc, signification, violence, on s'en prend à moi. Je ne plaisante pas, hein. C'est d'une violence qu'on sous-estime. Parce que le risque, il est maximal. Je dis, mais attends, c'est débile. Non. Non. Ça va très loin. Quel est le risque pour certains de se tromper? Qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que la situation, elle a changé totalement et il y en a qui ont perdu et Tu ne peux pas être on passé peut pas rattraper le coup. Non, c'est pas le but. Et ça, c'est intéressant. Le but de l'erreur, c'est pas de rattraper le coup. C'est pas si j'avais su. C'est la prochaine fois, j'en tiendrai compte. C'est l'évolution, c'est la base de l'évolution. Mais je devais me tromper pour savoir, pour en tenir compte la prochaine fois. On ne peut pas effacer ce qui est passé. Oui, mais C'est pas les le risques de ce qui est passé sont grands. Enfin, je veux dire, Et je comprends. je fais pas des risques pour moi, mais c'est des risques Et je pour comprends. Du coup, la responsabilité, l'impact sur les autres. Exactement. Mais dans le processus de vie, d'autres se sont trompés, ça nous a impacté aussi. C'est pour tout le monde pareil. Nous, on le fait, les autres le font, ça s'appelle les effets miroirs. Ça s'appelle la loi d'attraction. Et on doit vivre aussi les erreurs des autres sur nous. Comme les autres vont forcément vivre nos erreurs, mais on doit le vivre aussi. On doit vivre les conséquences. On doit poser des actes, mais on doit vivre les conséquences aussi. Et on ne peut vivre les conséquences que par les actes des autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc l'erreur, ici, c'est intéressant. C'est que moi, c'est le pas retour possible. Eh bien oui, parce que c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est d'autre pour d'autres là? Le risque de se tromper ou de ne pas y arriver, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Quel risque ça vous prenez quand vous vous trompez? De tout perdre. Moi, ça peut aller loin. Voilà, en fait. tout perdre. Voilà. Mais là, par exemple, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Son histoire est là. Ça veut dire que dans son passé, il a tout perdu. On n'a pas besoin d'aller chercher, de faire des trucs de fou pour comprendre son histoire. Vous voyez ce que je veux dire? On a de l'autonomie, en fait, plus qu'on ne le croit. Quand on ose dire vraiment ce à quoi son enfant va accès à notre histoire, ça c'est plus fort. Et les mots qu'on emploie veulent tout dire. Pareil, la peur d'être vrai, de dire la vérité. Tiens, on en a un autre qui est super, celui-là il est magnifique aussi. J'ai peur de dire d'être moi, de dire la vérité. Qu'est-ce que c'est le risque de la vérité? De baisser par exemple. Je prends cet exemple, ça vous va? On est sur des choses un peu plus profondes. Il y a les risques naturels, il y a les risques plein de choses, mais il y a les choses... La vérité. Le risque, c'est de blesser. Allez-y, c'est quoi les autres risques de la vérité? Se faire rejeter. Le rejet. mise à nu. Pour vous ou pour les autres? Pour soi-même. Ouais. Et c'est quoi le risque de se mettre à nu? Le jugement. Voilà. Là, on a trouvé le vrai sujet. Donc la vérité, pour vous, c'est le fait d'être jugé. En étant vous. Après, c'est quoi le risque pour vous de la vérité? Se faire couper la tête. Alors, Je suis content d'être venu ce soir. Merci à vous. C'est le jeu parce que ça vous paraît démesuré et fou, mais c'est de pas se censurer. Se faire couper la tête, par exemple, il y en a deux qui réagissent. Ah oui, c'est qu'ils l'ont vécu. Ah oui, non, mais alors après, ce qui est intéressant, c'est la totale. C'est pas ça. Oui, parce que quand on travaille à l'échelle de l'art, on peut accéder à des époques et on peut accéder à des contextes où on peut légitimer ça, les scénarios. Mais en soi, l'acte en soi, il a. Le risque, c'est ça. Ça veut dire qu'il a accès à son histoire. Mais on y a tous accès. Hein. Juste en osant aller le chercher. Se faire couper la tête. Donc, la mort, si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Eh oui, c'est la mort. Et là, c'est le tribunal, le jugement, on fait le faire juger. Qu'est-ce que c'est pour vous le risque de la vérité? Blesser l'autre, le rejet de l'autre, me faire juger, moi la mort, pour les autres, pour soi. Bah, de déranger, déjà.
La vérité dérange. C'est quoi le risque de dire la vérité dans ce monde? Est-ce que vous pensez que c'est facile de dire la vérité? Non. Ah ben franchement, je trouve que c'est beaucoup difficile à faire. Je me mets d'accord. Pourquoi? Pour tout ça. Et dangereux. Être isolé, être banni. Et dangereux, ça peut être Tel, dangereux. banni. On en a un autre. souvent dans mes trucs. banni. Oui, mais banni. Ça veut dire que vous l'avez vécu. Tout ça, vous n'auriez pas dit ce mot sinon. Vous en auriez dit un autre. On ne peut pas inventer un mot. C'est pour ça qu'il n'y a que vous qui connaissez votre histoire. C'est votre mot. Ouais, il y en a, ils ont aussi les oubliettes. Hein. Les oubliettes, la mort, la prison, le jugement, l'isolement, la torture, La lapidation. par exemple. Ça va loin. Hein. C'est pour ça que c'est dur d'être de vérité, en fait. C'est pour ça que pour certains, la vérité, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on n'a plus envie d'être. C'est pour ça que ça a du sens. C'est pour ça qu'on a peur de l'être à nouveau, de le dire. Parce qu'on a des risques derrière. Et ce n'est pas des risques qui sont prégnants, en fait. On est sur des risques qui sont très violents. Donc ce n'est pas des trucs qui sont démesurés, comme ça peut l'être, mais en fait ça l'est pas. On ne peut pas l'inventer ça. Non, on ne peut pas, je vous rassure, on ne peut pas. On a souvent dit qu'on avait beaucoup d'imagination, mais en fait il y a juste qu'on ne peut pas inventer. D'accord? Donc la vérité, forcément, à un moment donné, ça peut faire mal. Très mal. Alors, comment on fait pour les dépasser? Comment on fait pour, déjà on leur donne un nom d'existence. Déjà, on arrête de dire que c'est complètement... on se réapproprie. On arrête de se dire, là, il faut que j'y arrive, là, stop, il faut que j'y... Non, parce que ça va pas se passer comme ça, en fait. Ça va faire du temps. Hein, parce qu'on est tellement marqué par ça, ou par ça, ou par ça, ou par ça. Qu'est-ce qui se passe quand on blesse les autres? Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, monsieur. Quand on blesse les autres, quand on blesse, c'est quoi la conséquence du coup quand on blesse les autres? Qu'est-ce qui se passe quand on va blesser les autres? Qu'est-ce qu'ils font les autres avec vous? Ils coupent. Couper. Isolement. C'est dur. On est marqué par ça. C'est profond. C'est pour ça que même quelqu'un qui va, par exemple, vous allez dire quelque chose, en fait, on peut très vite réagir. Il y a des gens qui disent, Denis, je comprends pas, ça fait 3 heures qu'il m'a pas répondu, j'en peux plus, je suis dans tous mes états. Ah, mais il y a des gens, ça paraît simple, un texto ou un téléphone qui ne sonne plus, on se met dans des états de dingue. Ah non, mais les gens disent, mais c'est pas normal, si. C'est le scénario, en fait. Tu revis quelque chose qui te renvoie une mémoire, et ça te crée, ça te remet. En fait, c'est comme si on se remettait dans un scénario. Alors, c'est des petits bouts, en fait. Là, on gratte, en fait. On va juste réveiller un environnement qui va nous insécuriser. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent en insécurité? Donc, en danger. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent en insécurité, en danger? On essaie de se protéger. Et ouais, et à sa façon. Et il n'y a pas de règle. Alors, ça sent, c'est ce que certains appellent des masques. Ben non, en fait, c'est son système de survie. Donc, c'est pas un problème non plus, je vous dis, je vous annonce, que vous n'avez pas de problème à avoir des systèmes de survie. C'est que c'est votre façon de vous protéger, parce que vous n'avez que ça sous la main. Donc, on va se protéger. Et la façon dont les gens se protègent, il n'y a pas de comparaison possible. Moi, je vois des gens qui disent, oui, bah, Devine, il faut que j'arrête de faire ça, c'est pas normal. Ben, c'est ton système de survie, en fait. Donc, se protéger, pareil, il y a des gens qui pensent que c'est un problème, la façon dont on se protège. Ben, je m'isole, je ne dis pas ce que je pense. Qui c'est qui ne dit pas ce qu'il pense aujourd'hui par rapport à la vérité? C'est un système de survie, c'est un système de protection. Parce que comme ça, si je ne dis pas la vérité, il ne m'arrivera rien. Puis si je dis oui à tout le monde et que je fais exactement ce qu'on me demande de faire, il ne m'arrivera rien. Et puis si je vais dans le sens de tout le monde, que je réponds aux attentes de tout le monde, il ne m'arrivera rien. Et puis, il ne m'arrivera rien. Surtout, je ne vais pas revivre ça. Donc, on va mettre en place des systèmes pour se protéger. Donc, on ne va surtout pas faire
Donc, si le fait d'aimer, quand j'ai ouvert mon cœur, j'ai vécu une trahison, parce que j'ai fait confiance, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai peur de vivre ça, je vais fermer mon cœur. Parce que j'ai peur de vivre ça, je vais dire la vérité. Parce qu'en fait, on va complètement bloquer l'origine du mouvement. Il faut arriver À ne plus le bloquer. un point extrême, toujours. On a besoin, et c'est comme ça qu'on fonctionne. On a un système de protection, et en fait, ce système de protection, il est à l'échelle du traumatisme. Hein. C'est-à-dire que ça, souvent dans l'amour, souvent par le trahison. Ça revient très souvent. Hein, comme mesure. Alors, celui-là, il est assez classique, c'est la trahison. La confiance. Là, ça revient, je ne sais pas quel ça, mais ça revient, je prends cet exemple. Donc souvent on dit voilà, pour être sûr que ça n'arrivera pas, moi par exemple, j'en ai un, c'est le mien, je peux le dire, moi j'ai tellement dit oui dans mon passé que j'ai beaucoup dit non par défaut. C'est-à-dire que je ne dis plus oui. C'est-à-dire que ça veut dire que je me suis obligée à dire oui, je me dis non, comme ça je suis sûre que je ne voudrais pas avoir. Par exemple, c'est des réflexes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est pas juste. Parce que du coup, c'est un réflexe de protection. Parce que j'ai pas su faire autrement à ce moment-là. Parce qu'on est tellement marqué par ça que du coup, on ne veut plus faire ce mouvement. Ah non, non, moi la dernière fois j'ai traversé la rivière, je suis tombée, je me suis noyée, la rivière, tu peux faire tout ce que tu veux, je la retraverserai jamais de ma vie. Il avait te dit, mais c'est pas ça la leçon. Qu'est-ce que tu n'as pas vu comme danger dans la rivière pour en tenir compte la prochaine fois pour la retraverser? Hein? Ah oui, t'as pas vu quelque chose. C'est pas l'amour, c'est que t'en as eu un danger. Donc c'est ça qu'on va travailler. On va aller chercher la reconnaissance. Vous avez déjà vu le film Un jour sans fin? Oui. Vous voyez ce film? Bon, mais voilà, c'est pareil. En fait, on vit quelque chose, et l'exercice, c'est qu'imaginez, voilà, je vous donne l'exemple. J'ai une rivière à traverser. Je suis ici. Je dois traverser ma rivière. Et je dois arriver de l'autre côté. C'est comme un jeu vidéo. J'y vais. Je ne sais pas nager, j'y vais. Bam! Je plonge, je me noie. Je recommence. Soit je me bloque et je ne veux plus jamais être face à une rivière, parce que je me rappelle de ça. Soit je tiens compte du danger. Alors attends. Là, l'eau, vaut mieux que j'apprenne à nager, je vais apprendre à nager. Donc je vais faire en sorte de tenir compte de ce qui m'est arrivé pour recommencer, mais autrement. Donc l'exercice, c'est pas de plus jamais ouvrir son cœur. On est d'accord? L'exercice, c'est d'ouvrir son cœur. Mais c'est d'être vigilant et de tenir compte de nos leçons du passé quand on est dans l'amour de l'autre, quand on ouvre son cœur, pour effectivement être attentif à ce qui peut effectivement avoir les différents types de dangers pour recommencer et y aller. Et à force de recommencer en tenant compte des différents types de dangers, je vais arriver à traverser. Qu'est-ce qui peut nous mettre en danger en amour, dans les relations amoureuses par exemple? C'est quoi le risque d'une trahison? Qu'est-ce qui fait le plus peur en amour? Laquelle? D'être abandonné, par exemple. C'est un exemple. D'autres, abandonné comment? Délaissé, seul? Oui, d'être trahi et quitté. D'être trahi et quitté. Trahi à quel niveau? Tu pensais quoi? Quelle est la trahison? D'aller voir ailleurs. Mais c'est pas pareil. Parce que c'est pas le même marché pour tout le monde. Donc, ici, c'est ton histoire. Ok, c'est ton histoire. Donc moi, j'ai pas envie, ou j'ai plus envie d'être trahi dans le sens trompé et quitté. D'accord? Ok. Il y a forcément quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas tenu compte dans ton histoire. Donc tu n'as pas voulu voir. Par exemple.
Il y a forcément des choses que tu as vécues, dont tu n'as pas tenu compte, maintenant tu sais que ça existe. Par exemple, je vous montre l'exemple d'un danger. Quand on a une dépendance affective, quand on a besoin de l'autre pour se sentir aimé, c'est quoi le risque? En souffrir. On se met en danger. Ce manque d'autonomie me met en danger. Quand j'ai besoin de l'autre, je me mets en danger parce que je ne suis pas dans l'envie, j'ai dans le besoin. Donc quand j'ai besoin de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Je me mets en danger comment? Si on le perd, après on ne sait plus. Quand j'ai besoin de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas dans l'envie en fait. Je suis dans la nécessité, je suis dans le besoin de l'autre. Donc quand j'ai besoin de l'autre, il y a un risque de quoi? D'emprise. De dépendance. Ouais, d'emprise. Quand je suis dans le besoin, je prends le risque de l'emprise de l'autre. Je ne dis pas que tout le monde va avoir de l'emprise, juste que je prends le risque de rencontrer quelqu'un qui va être dans l'emprise. Parce qu'une emprise, il faut qu'on... Si je prends l'exemple du danger du manipulateur, par exemple, du pervers ou du manipulateur, ok, on le connaît, c'est partie des dangers, aussi de la vie. D'accord? Je prends cet exemple. Quand je prends le danger du pervers, ok, manipulateur, parce qu'on est tous pervertis par nos blessures, hein, nos manques, hein, je vous rassure. Voilà. Son besoin, à lui ou à elle, c'est votre besoin. Vous comprenez ça? Lui, il a besoin, ou elle a besoin de votre besoin. Ah, d'accord. Ok. Donc forcément, derrière, vous vous mettez en danger. Quel est le danger quand on est dans l'emprise, sous l'emprise de quelqu'un? Puisque lui, il a besoin de votre besoin ou il a besoin de votre besoin. On est dans une question de quoi? Est-ce que c'est de l'amour, là, par exemple? Non. On croit que ça en est, mais ça n'en est pas. C'est de l'illusion, en fait. Donc on se met en danger. Parce que nous, qu'est-ce que c'est qui nous blesse? C'est quoi la plus grande blessure? Moi, j'ai envie que quelqu'un soit avec moi par envie. J'ai envie quand même pour ce que je suis, et pas pour ce que je fais. Beaucoup de gens souffrent de ça. D'être aimés pour ce qu'ils font, et pas pour ce qu'ils sont. C'est une grande blessure, ça, en amour, pour certaines personnes. D'avoir l'impression de ne pas être aimé. Voilà. En fait, quand tu as besoin de moi, je suis là. Par contre, quand tu n'as plus besoin, personne. C'est un exemple. Hein? Donc, le risque ici, je ne vais pas être loin, parce que c'est très 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 loin, on peut faire plein de trucs, plein de sujets comme ça, c'est qu'on se met en danger. Ça, c'est intéressant. Aussi quand on manque d'autonomie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a besoin de l'autre, on prend des risques. Parce que du coup, on va chercher à l'extérieur quelque chose, mais on ne sait pas sur qui on va tomber. Et pour peu qu'on tombe sur quelqu'un qui ait besoin de ton besoin, on peut se mettre sans s'en rendre compte sous l'emprise. Parce que, imagine que moi j'ai besoin de me sentir aimée pour ce que je suis, j'ai besoin de me sentir coulée, j'ai besoin qu'on me demande en mariage, j'ai besoin de faire. Voilà, j'ai besoin de ça. Parce que ça me rassure, parce que j'en ai besoin. Le pervers, ce qui est très très fort, c'est qu'il connaît, il recense vos besoins. Et il va nous dire exactement ce qu'on veut entendre. Ben oui. Puisque lui, il veut répondre à nos besoins. Et lui, il veut qu'on ait, c'est le pervers, qu'on ait besoin de ça. Il a besoin de nos... Vraiment, c'est impressionnant en fait. Donc il est très dépendant de nos besoins aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus dans le besoin et qu'on prend l'autonomie? Il casse. C'est encore plus dur. Plus on veut s'émanciper, plus on veut partir, plus ça va être violent. Ça peut être très loin. Donc on peut se mettre en danger soi-même aussi dans certaines situations. Alors, on doit rencontrer des pervers. C'est un danger qu'on doit rencontrer, qu'on doit expérimenter, qu'on doit côtoyer pour le reconnaître. C'est un des dangers les plus difficiles à reconnaître. Parce qu'on ne voit pas, forcément.
On ne voit pas forcément. Il y a des gens qui en donneraient bon Dieu sans confession. Vraiment. On voit pas. On se dit c'est incroyable. Ça peut aller très très loin. C'est très fin, il y en a qui sont plus ou moins subtils. Il y en a, c'est pas facile des fois de les repérer. Donc c'est un des dangers les plus durs à voir. Par exemple, c'est un danger aussi. Sur un chemin. Le but c'est de les reconnaître. Ce qui va nous amener de la sécurité, c'est déjà de la reconnaissance, mais c'est aussi notre autonomie. Moins j'ai besoin des autres, plus je suis dans l'envie des autres. Donc mon mouvement envers les autres ne sera pas le même. Donc ça va aussi nous sécuriser. Ce qui va nous sécuriser, c'est de se connaître, de se reconnaître. Ça va être énormément de choses. Et de compter sur sa capacité de reconnaissance. Des dangers. Est-ce que vous avez la sensation de reconnaître les dangers? De les voir, honnêtement? Oui. Le but, c'est pas de les voir partout. C'est que quand ils sont là, il faut les voir, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? La leçon, elle est là. Mais on a tellement... En fait, si vous voulez, c'est que vous savez où il est le piège. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais finir sur ça. C'est qu'en fait, le piège, c'est comme vous ne l'avez pas reconnu la première fois, vous avez peur de ne pas le reconnaître à nouveau. Mais vous ne pouviez pas le reconnaître la première fois parce que vous ne l'avez jamais vécu. Donc du coup, c'est impossible de le voir la première fois puisqu'on ne le connaît pas. Donc souvent, on croit qu'on n'est pas capable de le reconnaître. D'où le fait qu'on va essayer de le voir partout, pour être sûr. Est-ce que vous voyez la subtilité? C'est ça, elle est là. Ça change tout en fait de le voir comme ça. Donc quand on s'en veut de ne pas l'avoir vu avant, ben, comment tu veux t'en vouloir en fait? Puisque tu ne savais pas. Donc on a peur, toujours pareil, de ne pas le voir. Sauf qu'entre-temps, tu l'as vécu, tu l'as vu. Ça va? Il est 10h15 déjà. Est-ce que vous avez on finit à 10h30? Est-ce que vous avez quelques questions? Est-ce que vous voulez aborder certaines choses? Est-ce que... Non? Et là, sur ce qu'on vient de dire, si on a des situations qui se répètent plusieurs fois dans cette vie-là, oui. Ça veut dire qu'on a loupé un détail à chaque fois ou... Non, la répétition, ça dépend. La répétition peut être aussi pour te mettre sur la voie et pour te mettre sur la piste de quelque chose qu'on doit voir et comprendre. Donc, c'est aussi soit pour le pour le conscientiser, et deux, pour arriver, pourquoi pas, à le mettre en pratique. En fait, c'est de la conscience, de la connaissance qui nous mène à être pratiquée. Je sais pas si vous voyez, du coup, on va aller plus loin. Maintenant que tu as cette conscience, tiens en compte, en fait. La conscience, c'est pas fait pour se taper dessus, hein. C'est pour l'utiliser. C'est à toi, non? Puisque tu sais que ça existe. Apprends à l'utiliser. Donc la répétition, c'est ça peut être pour mettre sur la voie, le conscientiser, et deux, le pratiquer. Ou ça peut être aussi pour éveiller doucement un scénario qui a été... on ne va pas le faire des fois de façon en une fois. Ça peut être... et ça peut être des fois l'œuvre et le travail d'une vie, de travailler sur un trauma. Et ça peut être... On peut y travailler toute une vie dessus. Hein. C'est progressif, s'il n'y a pas de... Voilà, ça, il faut comprendre que c'est pas là... ça fait partie aussi du processus, quoi. Comment se fait le travail si on est sur un blocage qui est de l'ordre de l'anxiété, c'est-à-dire que c'est le corps qui réagit, il n'y a plus moyen, donc c'est quelque chose qui va se répéter, se reproduire. On va donner de la légitimité dans systématiquement la même réaction qui fait que de toute façon on n'arrive à rien faire. Oui, on va d'abord donner de la légitimité. Au lieu de dire il faut absolument que j'en sorte, déjà on va donner un droit d'existence. Et pas, en fait, si vous voulez, c'est une question de mouvement. On voudrait déjà faire ce mouvement, alors que le premier mouvement, c'est pas celui-là. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas. On voudrait déjà être au 4e pas, alors qu'on va commencer par le premier. Et comme j'expliquais tout à l'heure, dès qu'on aborde ça, il faut absolument sortir. Non, si tu savais t'en sortir, tu ne le ferais pas déjà. Donc si c'est aussi bloquant, c'est qu'il y a une raison, c'est dur pour toi, c'est un gros morceau, il faut déjà lui donner un droit d'existence, etc., etc. Donc le premier pas, c'est de donner de la matière et un droit, de la légitimité et un droit d'existence. De mon point de vue. Avant de absolument vouloir le dépasser. Déjà, ça existe et apprendre à vivre avec. Alors,
quand l'origine du trauma est dans cette vie-là, Oui. on travaille, on tombe dessus. Oui. Quand l'origine du trauma est de l'ordre de la mémoire, quels sont les instruments d'accès à cette mémoire ancienne? Vous déjà. Oui, qu'on a donc fait nous, tout à par l'heure. les mots, Ouais, d'accord. ouais. Et après, ben, des gens, moi je peux y accéder. Moi j'aide à ça par exemple. On peut accéder à des lectures. À des Comment? lectures. Ben, moi je lis votre. Voilà, par exemple, si vous venez me voir, Oui. en fait, vous venez vous voir, Oui. vous me donnez accès à votre histoire. En fonction de l'histoire. C'est Mais votre histoire. Oui, mais l'histoire, elle n'est pas dans la mémoire. Elle Si, est, si, vous l'apportez en elle vous. est, ah oui, on l'apporte en soi. Vous bien l'apportez sûr. en vous. Non, non, on vous l'apporte en vous. C'est Oui. impressionnant. D'accord. Et ça ressort parce que c'est utile. On va pas avoir accès à toutes les mémoires pour avoir tout accès. On va avoir accès à ce qui est utile pour son instant présent. D'accord. Toujours. Toujours, toujours. Oh, elle revient la mémoire quand on en a besoin. Par Oui. morceau. Mais si vous avez en face de vous une personne qui ne verbalise pas, comment vous aurez accès? Parce qu'elle m'ouvre, on peut aller la chercher, elle est pas obligée de parler. La vibration, c'est accès à son histoire, parce elle ouvre l'accès à son histoire. Là, vous me demandez de vous expliquer comment on fait. Mais finalement, si je peux me permettre, Oui. c'est pas très important. Parce que ce qui va compter, c'est que Oui. quand derrière votre histoire elle va être dite, Oui. il va y avoir une résonance, une reconnaissance. Et ça va vous dire, ouais, ça c'est mon histoire. D'accord. Ce qui va compter, c'est le résultat. C'est que ça vous parle et que vous puissiez vous réapproprier votre histoire. C'est comme je dis souvent, vous allez chez le boulanger, vous y allez parce que le pain, il vous plaît, il est bon. Comment il a fait son pain? Il a fait. Donc des fois, on va bloquer sur le moyen d'y accéder, ce que je peux comprendre, mais ce qui va compter, c'est d'y accéder. Des fois, on va bloquer ça alors qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout que ça résonne et que ça se sent. Ça, c'est mon histoire. C'est impressionnant. C'est parce que c'est votre histoire. Et on va beaucoup utiliser son présent. Attention, on n'est pas que dans le monde, on utilise beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup d'indicateurs dans ce présent. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Le passé, c'est vraiment, voilà, c'est important de faire des liens, mais c'est important de comprendre que quand la vie, quand on réveille des mémoires dans ce présent, c'est que c'est choisi. Ça veut dire qu'on a souvent accès à des mémoires passées parce qu'à partir du moment où on réveille une mémoire dans le présent, c'est qu'il faut le travailler. Mais on ne va pas forcément tout réveiller. Donc on a forcément accès à ce dont on a besoin pour le travail, à nos archives. D'accord? Ça va? C'est ok pour vous? Ouais? Ben écoutez, alors, parfait. Moi je vais m'arrêter là si ça vous va. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques pistes et éclairages. Et d'essayer d'aborder ça un peu autrement. Et je vous remercie pour votre attention et votre présence, et votre tolérance, et puis d'avoir participé en tout cas. Merci à vous. Merci. Au revoir.